Bonjour à tous qui nous rejoignez pour la deuxième partie du laboratoire des initiatives au sommet des Arcs. On va laisser les gens s'installer tranquillement, comme d'habitude, dans les fauteuils verts de la salle des festivals à Arc 2000 ou dans leur canapé. Voilà, les gens ont repris le travail. Je pense qu'ils nous suivent aussi peut-être parfois du bureau. Alors, le laboratoire des initiatives, deuxième partie. Je lance aussi un direct sur Facebook. Voilà, donc vous êtes assez nombreux à nous suivre sur ces liens pour nos accrédités, sur Facebook en live et également en replay. Bienvenue à nos intervenants que je vais présenter, nos intervenants avec Baptiste Henneman, qui est le délégué général de la CST, qui est la Commission supérieure technique, et qui est là avec nous. Merci d'être là avec nous, Baptiste, pour animer ce laboratoire des initiatives. Et Olivia Reggiani, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, hein, assez connue, une figure de l'exploitation Olivia, et qui est aussi administratrice du SCAR, le SCAR qui est partenaire du laboratoire des initiatives depuis plusieurs années. On embrasse Béatrice Boursier qui n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi, et Agathe Boismorand, qui travaille aussi au SCAR et qui est là aussi pour le représenter. Merci à vous d'être ici. Et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent cet après-midi. Je vais vous donner la parole tout de suite au SCAR, peut-être, pour... merci d'être partenaire et de travailler avec nous chaque année à l'organisation du sommet. Donc, je vous laisse la parole. Oui, du coup, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Agathe, chargée de mission au SCAR. Le SCAR qui représente près de 400 salles de cinéma, qui a pour objet la défense et des intérêts de ses adhérents et qui met en place des services pour ses adhérents et qui est également un organisme de formation. On organise le Tour de France du CNC où on intervient dans chaque région de France pour organiser des formations en réseaux sociaux et sites internet. Et donc, également, nous organisons une formation le 10 décembre avec Baptiste Henneman, délégué général de la CST. Je ne sais pas si tu voudrais en parler après ou si j'en parle. Je vais en dire deux mots. Oui, d'accord, très bien. Et donc, nous sommes effectivement, comme le disait Anne, partenaires du Sommet des Arcs depuis quelques années où nous participons à la sélection des initiatives pour le laboratoire des initiatives et nous organisons également des ateliers. Donc, cette année, ce sera l'atelier des sorties dont la première session se déroulera ce vendredi à 15h. Et donc, voilà, avec Olivia Reggiani. Bon, je ne rajoute pas plus que toi, Agathe. Hein. Moi, oui. Voilà, Agathe a fait une présentation assez exhaustive de tout ce que fait le syndicat. Tu te rapproches de ton micro. Je me fasse comme ça. Donc voilà, Agathe a tout dit. Et juste, moi, je fais partie du CA, du SCAR. Voilà, donc, effectivement, on est partenaire avec joie de ce laboratoire et du sommet. À défaut de le faire là-bas aux Arcs, voilà, on est quand même réunis. Et chaque année, on a des nouveautés comme ça. Écoute, on change, on se réinvente. Voilà. Et Baptiste qui nous rejoint, je te laisse présenter rapidement, aussi parler de cette formation qu'Agathe a évoquée peut-être et présenter rapidement. Bonjour, donc je suis Baptiste Henneman, je suis le délégué général de la CST, c'est la Commission supérieure technique de l'image et du son. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, la CST, nous sommes une des principales et plus anciennes, en tout cas, associations de techniciens en France. Nous réunissons des techniciens du tournage, post-production, distribution et exploitation pour réfléchir ensemble sur les meilleures pratiques en matière de technique et d'usage et d'expérience utilisateur.
notamment dans le secteur de la formation, de l'exploitation, on est assez actif. On a été aux côtés de la FNCF pendant cet épisode de Covid pour concevoir un DCP permettant de vérifier le bon fonctionnement des matériels durant les phases de clôture des salles. Vous avez probablement entendu parler de cette initiative. Et on a publié récemment une recommandation technique sur la maintenance des équipements de projection dans les salles de cinéma. Et c'est justement ce qui nous relie aujourd'hui avec le SCAR, puisque nous organisons cette formation en commun sur la maintenance de premier niveau, donc autour de cette recommandation technique que vous trouvez sur le site de la CST, et qui est une première. On est très heureux et fiers. Et voilà, la première session aura lieu le 10 décembre, mais nous en ferons d'autres ensuite, puisque cette première session est déjà complète. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et donc, l'idée est de travailler ensemble, de comprendre ce qu'il y a dans un contrat de maintenance et comment faire pour assurer la maintenance de premier niveau de ces équipements. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Anne, merci beaucoup à Agathe et Olivia de l'invitation aujourd'hui. Et je pense que la deuxième partie de ce laboratoire va être absolument passionnant pour avoir fait la préparation hier et tout à l'heure avec l'équipe. Et ça va être très intéressant. Oui, effectivement, Baptiste, merci. Et puisque nous accompagnons, nous proposons aujourd'hui deux initiatives. Alors la première, qui n'est pas vraiment une initiative à proprement parler, qui est un cas d'étude. Vous savez que ce laboratoire répond à la thématique globale du sommet cette année, qui est la reconquête des publics, et notamment comment toucher un public de jeunes et jeunes adultes à travers des films ou des outils que vous pourriez utiliser, ou des stratégies de communication. Le cas des Misérables nous a particulièrement intéressés. On en a parlé avec Adrien Tolon de Lucky Time, qui est ici avec nous et qui va nous rejoindre. Et nous avons convié l'équipe du Pacte, Romain Poujol et Xavier Irigoyen, pour venir nous parler de la sortie des Misérables et des moyens qui ont été mis en œuvre par le distributeur et ses collaborateurs pour atteindre ce public jeune. Donc, je vous remercie de les accueillir. Étienne, peux-tu les faire entrer, s'il te plaît? Voilà Adrien. Bonjour Adrien. Adrien, il faut ton micro. Oui, bonjour à tous. Bonjour Adrien. Adrien qui est le fondateur de Lucky Time. Voilà, Xavier, il doit réactiver son micro, et Romain aussi. Xavier bouge un peu, bouge beaucoup même. Ouais, mais j'arrive pas à... Excusez-moi, j'ai un petit problème de téléphone, de matériel. Voilà, vous m'entendez? Voilà. On t'entend très bien. On t'entend très bien. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Et Romain Poujol, qui est le directeur marketing du Pacte. Bonjour. Voilà, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là, pour nous parler de la campagne des Misérables et surtout de la manière dont vous avez réussi à atteindre un public jeune. Voilà, je sais que Lucky Time travaille très régulièrement avec le Pacte. Lucky Time, je le rappelle, est une agence qui travaille sur la promotion des films sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas, Adrien? Tout à fait, oui. On travaille avec une quarantaine de distributeurs. On est l'agence du CNC, de l'AFCAE, des CIP, etc. Et ils font un travail formidable. Merci Romain. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce travail, d'abord un peu général, sur la sortie des Misérables et comment vous avez au départ identifié une cible, ou des cibles, et comment vous en êtes venu à pouvoir toucher, est-ce que vous avez d'ailleurs réellement touché ce public? Je ne sais pas qui veut commencer à en parler. Je sais pas, je peux commencer à en parler rapidement. Moi, donc Les Misérables est sorti en 2019. C'est vrai qu'il a été au-delà de nos espérances, hein. Nous, on espérait faire entre 1,5 million et 2 millions d'entrées. Le film a fait 2 200 000 entrées et il continue encore un peu.
Il aurait pu faire d'ailleurs un peu plus, mais c'est vrai que le confinement a abrégé les quelques copies qui restaient. Et en tout cas, il aurait pu monter à 2,3 millions. C'est un vrai beau succès. Et surtout, on a des études qui ont été faites, notamment par une société qui travaille bien, qui s'appelle CineExpert. C'est Vertigo qui met en place ces études-là. On a réussi à toucher un peu tous les segments de public, à la fois un public jeune, à la fois un public senior, un public urbain, mais aussi un public de province. Voilà, on a réussi à toucher un peu tous les publics là-dessus. Donc là, on est plutôt heureux, en tout cas, d'avoir réussi à réunir autant de publics, à unifier autant de publics. Mais là, on est là plus particulièrement pour parler du public jeune, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour un petit rappel, donc le film a été présenté à Cannes au mois de mai 2019, si je ne me trompe pas. C'est un peu dur de s'y retrouver dans les dates. Il a obtenu le prix du jury à cette occasion-là. On est sorti le 20 novembre, donc sur une date un peu atypique sur ce type de film-là, parce que c'est vrai, beaucoup de ce type de film-là sortent plutôt en général sur les vacances de la Toussaint. C'est vrai que se mettre sur les vacances de la Toussaint, ça aurait été une opportunité idéale pour essayer de choper un public jeune. On sait que le public jeune sort plus facilement au cinéma sur les périodes de vacances ou sur les périodes de week-end. Mais on a été considéré un peu comme un outsider avec ce film-là. C'était un film qui a une absence de casting, un premier long métrage, un réalisateur inconnu. Et tout était à construire. Et même si le film avait eu un gros écho cannois, il faut savoir quand même que pour 95% du public, le Festival de Cannes n'existe pas à part la Palme d'Or. Les gens ne sont pas très au courant de ce qui passe au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est surtout un tremplin professionnel. Et c'est vrai qu'on a besoin de ce tremplin professionnel pour transmettre l'information après auprès du public. Et donc, on avait tout à construire. Notamment, il y avait Hors Normes qui sortait sur les vacances de la Toussaint, donc le nouveau film de Toledano Nakache, qui était une très grosse sortie avec des réalisateurs reconnus qui ont fait des films à plus de 10 millions d'entrées. Donc on ne voulait pas se mettre en frontal avec eux. Il y avait le Polanski qui sortait, il y avait un film de Nicolas Bedos, ça y est, le titre m'échappe, La Belle Époque. La Belle Époque. Qui sortait à ce moment-là. Donc voilà, il y avait une foule de films en tout cas aux alentours des vacances de la Toussaint. Donc on a préféré se mettre après tous ces films-là, laisser ces films-là, faire porter les bandes annonces par ces films qui étaient très porteurs et nous sortir derrière. Donc c'est vrai que obtenir un public jeune n'a pas été notre priorité absolue dès le début. On s'est dit, on va aller les avoir, mais après, faisons marcher le film et essayons de récupérer ce public-là plus jeune, en tout cas qu'un public senior traditionnel des films d'auteur. Je m'éparpille un peu, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte, mais donc notre stratégie, elle a été multiple. Romain va vous en parler sur peut-être la conception des bandes annonces et des teasers qu'on a essayé de toucher ce public-là. Je pense que Adrien va vous en parler pour Lucky Time, comment on va comment ils ont essayé de toucher ce public-là. Nous, on a une stratégie également pour ce public-là de les avoir lors des avant-premières, lors d'un travail de terrain, en tout cas avec les salles de cinéma, qui était en amont. Vraiment, je tiens vraiment à le préciser parce que tout le monde considère ce film-là comme un vrai succès. Je vous garantis qu'à 3 semaines de la sortie, c'était loin d'être gagné. On a beaucoup ramé pour faire exister le film. Ça a été un travail de très longue haleine du mois de juin jusqu'au 20 novembre. On a fait des avant-premières vraiment partout en France. En privilégiant beaucoup de salles de circuit, et on en parlera tout à l'heure, qui a pu crisper d'ailleurs certaines salles à essai, mais on savait quand même qu'on avait un public assez prioritaire, en tout cas dans un certain nombre de multiplex, et c'était aussi un positionnement du film, et parce que c'était l'idée d'aller chercher un public jeune qui malheureusement pour l'instant se déplace un peu plus facilement en salle de multiplex que dans des salles à essai, mais il y a quand même un gros travail on n'a pas fait que des salles de multiplex, on a fait un certain nombre de salles à essai, notamment le 14A de Nantes, notamment l'Utopia de Bordeaux, notamment le Ciné-Planète à Alès. Donc on est aussi allé dans ces salles-là à partir du moment où justement elles s'engageaient à travailler sur un public jeune. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça a été un travail de longue haleine, en tout cas pour faire exister le film.
Ça a duré 4 mois et jusqu'à 20 jours avant la sortie du film, le nombre de spectateurs payants dans les salles de cinéma était assez faible. On tournait entre 30 et 40 spectateurs payants par avant-première, ce qui est très très peu en règle générale. C'est vrai qu'un film qui part avec un bon buzz, on peut arriver à faire une centaine ou 150, voire 200, voire 300 entrées payantes par avant-première. On arrivait à remplir les salles un peu avec des invités. On avait à peu près une moyenne de 150 invités et puis une trentaine de payants. Donc ça a été dur, mais je pense qu'on a réussi à avoir une autorité parce que notre stratégie, c'était on savait qu'à chaque fois qu'on ferait une avant-première sur ce film-là, et à chaque fois qu'on toucherait quelques spectateurs jeunes, que le bouche à oreille serait très très bon. Et c'est vrai qu'à chaque avant-première, s'il y avait 150 spectateurs, il y avait 5 ou 6 tweets qui sortaient et qui étaient totalement dithyrambiques sur le film, qui disaient c'est la claque de l'année, c'est une grosse gifle, on n'a pas vu tel film depuis la haine, etc. Et donc ça a été un travail de fourmi qui était extrêmement payant. Et ça, on savait à quel point un tweet sur quelques personnes qui ont 30, 40 000, 50 000 followers seraient participé à la réputation du film et que ça, c'était un travail qui était capital. Alors, comment on a travaillé ces avant-premières? On a eu plusieurs axes. D'abord, on a travaillé avec des salles qui nous paraissaient en amont, et je ne parle pas après, mais en amont les plus adéquates pour essayer de trouver un public jeune. Et on a travaillé avec 2 agences. Une première qui s'appelle Laurent Buffard Conseil, LB Conseil, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les réseaux étudiants. C'est quelqu'un qui a été exploitant à un moment au cinéma de Arles. J'ai un trou de mémoire sur le nom du cinéma à Arles, qui est le cinéma de notre ancienne ministre de Actes Sud, merci, avec Actes Sud, et voilà, et qui travaille depuis en tout cas plus de 25 ans sur les réseaux étudiants et qui connaît extrêmement bien tous les sites de sites étudiants, les syndicats étudiants, etc. etc. Ça a été le premier axe. Et le deuxième axe, ça a été, il y a un des acteurs du film qui s'appelle Almami Kanouté. Donc pour ceux qui ont vu le film, c'est celui qui tient le restaurant de kebab et qui est assez effrayant dans le film et qui dans la vie est une personne absolument formidable qui, en dehors de son métier d'acteur, travaille beaucoup en direction des jeunes. Il travaille beaucoup avec les MJC, avec les maisons de la jeunesse et de la culture. Il travaille beaucoup avec les foyers de jeunes et il travaille avec ces réseaux-là dans toute la France. Et donc, ça a été 2 axes. D'un côté, un réseau étudiant avec LB Conseil, sur lequel ça a été assez difficile, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Et de l'autre côté, Amami Kanouté avec plutôt un travail avec des jeunes issus de milieux défavorisés, mais dingues de cinéma, qu'on voulait faire venir aussi parce qu'on savait que ce film leur parlait et que l'essence même du film, et ça c'est un réseau un peu à part, l'essence même du film, c'est un film qui parle des jeunes en banlieue, abandonnés de tout le monde, abandonnés des pouvoirs publics, et qu'on savait que ce film-là allait leur parler. Et donc nous, notre questionnement, c'était comment leur parler. On savait que ce film leur était destiné aussi en grande partie. Et on verra après dans des tableaux, dans des chiffres en tout cas, on sait qu'en tout cas les résultats dans des salles comme à l'UGC Rony, comme dans des sites très populaires, etc., ont touché un public jeune extrêmement fort. En tout cas, ça a été extrêmement porteur. En tout cas, voilà, on a essayé de toucher ces 2 publics. Alors Laurent Buffard Conseil, nous, on avait déjà travaillé avec lui sur un film qui s'appelait Première année de Thomas Lilti, qui a été aussi un beau succès puisque c'est 1 million d'entrées en salle. Et là, on était dans le cœur de cible parce que lui, il connaissait les réseaux étudiants, il connaît les syndicats étudiants, il connaît les associations étudiantes, etc. C'était un film qui parlait d'étudiants puisqu'il parlait de 2 jeunes qui étaient en première année de médecine. Donc, on était vraiment dans le cœur de cible avec ça. Et il avait fait un travail absolument formidable sur ce film-là. Et on cartonnait. Alors lui, grâce à lui, on faisait venir 150, 200, 250, 300 étudiants sur chaque avant-première de première année. Et c'était un vrai beau succès. Je dois avouer que sur Les Misérables, ça a été beaucoup plus difficile. Tout simplement parce que le réseau étudiant est plus difficilement mobilisable quand c'est sur un film sur lequel vous n'avez pas de casting et qui n'a pas une notoriété de réalisateur auparavant.
Thomas Litti avec Hippocrate, avec Première année, il avait déjà une petite notoriété puisqu'il avait fait Hippocrate et médecin de campagne. C'est vrai que le film était avec Vincent Lacoste, qui était très connu puisqu'il avait fait quand même Les Beaux Gosses, justement Hippocrate, etc. Et c'était avec, mon Dieu, Romain, j'ai un trou de mémoire, le tandem de Vincent Lacoste dans mon Première année. William Legbill. Avec William Legbill, voilà, qui était super connu puisqu'il venait quand même d'une série sur Canal, qui a été particulièrement connue des jeunes. Donc c'était plus facile de mobiliser ce public étudiant avec ce film Première année. Sur Les Misérables, c'était plus compliqué. Il arrivait à faire venir maximum 40-45 étudiants par avant-première. C'était peu, il était assez déçu, mais parce qu'on partait d'une autorité zéro en fait. Donc il a vraiment ramé. Mais c'est quand même un travail qui a été porteur parce que les 40 étudiants qu'il voyait ressortaient tous de l'avant-première en disant on a pris la grosse claque. Et ça, c'est une information qui s'est diffusée sur les réseaux sociaux étudiants. Et après, Almami Kanouté, c'est pareil, hein, c'était pas simple parce que faire venir des jeunes de milieux défavorisés qui vont pas souvent au cinéma, par moments qui sont beaucoup sur les plateformes ou beaucoup, dont un certain nombre aussi peut pirater, etc. En tout cas, pour sortir au cinéma, il faut que ça soit un film assez porteur, donc ils connaissent sa notoriété, etc. Il allait à l'aveugle, c'était plus difficile. Mais il avait un vrai réseau, il avait des gens qui le suivaient, qui lui faisaient confiance et qui amenaient les gamins dans les salles de cinéma. Et c'est pareil, à chaque fois, il faisait venir une cinquantaine de spectateurs dans les salles de cinéma. Et donc, on avait ce réseau-là, on avait la salle de cinéma qui faisait des partenariats, qui faisait venir 20-30 spectateurs gratuits. C'était beaucoup de gratuits, hein, je dois avouer. On faisait des avant-premières, il y avait 180 personnes, il y avait 30 payants, donc c'était pas beaucoup. Mais la salle de cinéma, on faisait venir un petit peu par ses propres réseaux parce que vous avez beaucoup de salles de cinéma. Oula, j'ai plus de batterie. Vous avez beaucoup de cinémas qui ont leur propre réseau qui les font venir. On avait d'un côté Laurent Buffard Conseil, de l'autre côté Almami Kanouté. Et à chaque fois, par ces trois réseaux différents-là, on a réussi à faire venir des jeunes qui ont créé un gros buzz en amont de la sortie, vraiment par Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et en tout cas, qui a été pour moi absolument indispensable et nécessaire pour la sortie du film. Voilà, mais je suis très bavard, donc je vais peut-être laisser parler un peu Romain et Adrien sur la suite, si vous voulez bien. Merci Xavier. Juste, je rappelle aux personnes qui nous suivent que si vous avez des questions à poser, vous pouvez intervenir dans le chat ou dans l'outil Q&R. Et la nouveauté du jour aussi, c'est que vous pouvez lever la main, mais attention, si vous levez la main, il se peut que je vous passe à l'écran et qu'on vous voit. Donc, n'hésitez pas à poser des questions que je transmets au fur et à mesure à nos intervenants. Voilà. Désolée pour la petite parenthèse, à toi, Romain. Oui, donc bonjour, moi je suis Romain, donc je m'occupe du marketing au PAC. Une des premières missions quand on a un film entre les mains, c'est effectivement… Romain, on t'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est moi. C'est bon là ? Non, oui. Je n'entends pas très bien, je croyais que c'était moi aussi. C'est le même problème, tu sais que la dernière fois sur la réunion Zoom qu'on avait fait, tu avais fait un petit réglage. Là, j'ai changé d'ordinateur. Vous m'entendez mieux là ? Oui, on t'entend. Bon, alors, donc… Donc, je disais que une des premières choses qu'on fait lorsqu'on a un film entre les mains, c'est effectivement de déterminer une cible. Comme l'a dit Xavier à l'instant, en fait, la cible naturelle du film, même si ça peut paraître bizarre, ça va être notre cible habituelle de spectateurs seniors, de spectateurs d'arrêt d'essai, de spectateurs plutôt de centre-ville, et à côté une cible qu'on va dire secondaire, qui est plutôt la cible qui parle le film, mais qui est la cible jeune. Donc notre travail, ça a été dans notre communication, on va dire brosser dans le sens du poil la première cible, qui est plutôt une cible Festival de Cannes, une cible Télérama, France Inter, et d'aller élargir au public jeune et au public urbain. Donc, pour toucher ce public-là, on va fabriquer du matériel. Ça, c'est la première chose. On va décliner ce matériel et on va utiliser les bons canaux de communication. Le matériel qu'on fait sur un film, c'est effectivement une affiche et une bande-annonce. Je pense que l'affiche et la bande-annonce des Misérables, vous l'avez tous en tête. En commençant par l'affiche,
l'affiche, on a utilisé le premier visuel qu'on a dévoilé pendant l'ouverture du film au Festival de Cannes, qui est une affiche où on a les Français qui célèbrent la victoire de la Coupe du Monde sur les Champs-Élysées. Donc c'est une affiche qui est rassembleuse, c'est une affiche qui parle d'union sacrée, qui parle de la France unie, mais c'est surtout une affiche qui n'enferme pas le film dans un genre et qui du coup ne cadre pas une seule cible. C'est-à-dire qu'on n'a autant pas affaire à un film de banlieue, on n'a pas affaire à un film social, on n'a pas affaire à un thriller, on n'a pas affaire à un film policier. Pour la bande-annonce, ça a été le même travail, c'est de vraiment pas enfermer le film sur une des cibles et d'ajuster à chaque fois le curseur sur une histoire qu'on va raconter en 2 minutes, et on ne va pas raconter un drame social ou on ne va pas raconter seulement un film d'action. Donc une fois qu'on a notre matériel, pour aller toucher nos 2 cibles, et plus particulièrement celle qui nous intéresse aujourd'hui, la cible jeune, on va choisir les bons canaux de communication. Donc là, si je prends par exemple l'affichage, nous, habituellement, ce qu'on fait avec les films qu'on distribue au Pacte en affichage, on utilise beaucoup des réseaux de Colin Morris, qui sont des réseaux, on va dire, classieux, des réseaux premium, des réseaux culturels premium. Donc, sur ce film-ci, on l'a fait, mais on a surtout fait, on a fait un surinvestissement dans l'affichage en métro et en bus, parce que c'était aussi des réseaux qui allaient en profondeur et qui allaient jusqu'aux banlieues parisiennes, là où on avait notre public jeune et notre public urbain. Dans les salles de cinéma, on était autant chez UGC que chez Gaumont, que chez CGR, chez partout, que dans les salles, que dans les circuits indépendants. Sur ce film-ci, en termes de partenariat, les partenaires, donc ce sont les médias qui nous accompagnent. On était soutenus autant par Télérama et à France Inter que par Sens Critique ou par Combini. D'ailleurs, c'est Combini qui a eu la primeur de dévoiler notre bande-annonce, et on a fait plus de 600 000 vues en 24 heures, ce qui est un score absolument inouï, qu'on n'avait jamais fait et qu'on n'a pas refait depuis d'ailleurs. Donc on parlait de France Inter, mais ce n'est pas parce qu'on était un film France Inter que ça nous a empêché d'aller faire de la pub et passer des spots radio chez Énergie ou sur Skyrock pour aller toucher cette cible jeune-là. On a fait un peu de pub télé de la sponsorisation, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas faire de pub télé sur Trace TV. On a fait de la communication dans les SoFood, dans les Society, sur Combini on en a déjà parlé. On a été présent dans tous les réseaux, dans tous les restaurants de McDonald's aussi, via la couverture du magazine Air Le Mag, qui est le magazine qui est le magazine des restaurants McDonald's, pour vraiment étendre notre visibilité sur cette cible jeune et urbaine. Et puis après, je laisserai Adrien en causer plus que moi, mais il y a vraiment eu de notre part un surinvestissement sur le digital. Déjà d'une part parce que c'est là où se trouve ce public-là, et d'autre part parce que il n'y a pas mieux pour aller cibler, pour aller toucher une cible quelle qu'elle soit. Donc là, pour le coup, c'était la cible idéale, c'était la cible jeune. Donc que ce soit en programmatique, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que ce soit sur des campagnes de pré-roll sur YouTube ou sur des chaînes de télévision de rattrapage, sur des programmes Canal+, M6 ou TF1, à chaque fois, on privilégiait des packs 15-25 ans ou 25-35 ans. Et à ce propos, et là je vais tenter le partage d'écran, on a décliné un spot spécifiquement pour le public jeune et un spot spécifiquement pour le public qu'on a appelé le public art et essai.
ces deux spots, ils sont issus de la même bande-annonce, issus de la même matière première. Et je pense que c'est intéressant de voir comment on parle à deux cibles différentes avec la même base. Donc là, je vais partager mon écran. C'est bon, ça fonctionne, Anne? Ça va Oui, fonctionner, oui. il faut que tu lances la vidéo. Hop. Donc là, je vais vous montrer un spot pour le public RSC et je vous montrerai tout de suite après le spot pour le public jeune. J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Contrôle de police. Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère? Eh les gars, soleil! C'est moi la loi! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone là? Il y a un gamin inconscient là. Arrête-toi là! Arrête-toi! Je sais qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut. Et la seconde. Eh les gars, soleil! Eh les gars, soleil! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Vous n'éviterez pas la colère électrique. Ah, il y a moins d'images, c'est marrant dans celui-là. Ouais. Ouais, il y a moins d'images sur le second, mais surtout le second, donc le spot qui s'adresse au public jeune, on est plus dans les codes qu'ils connaissent. On est sur quelque chose de beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rythmé par la musique. Les citations presse aussi, ça peut paraître bête, mais jusqu'ici, les cartons sont beaucoup plus gros. Les citations presse sont issues de médias comme Skyrock ou Combini, alors que sur le premier spot, on était plutôt en train de citer le JDD, l'Express ou le Parisien. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Et donc, évidemment, sur le digital, en fonction de la cible, on allait poster l'un ou l'autre des spots. On a juste Renaud Lefebvre de la Cinéphile qui remarque que ces spots sont trop bien faits. On se demande bien d'où ils viennent. Voilà. Ouais, donc et excuse-moi, avant qu'Adrien reprenne la parole, il y a une question sur l'affiche de Cyril Bartet. Alors, Cyril Bartet, si vous êtes déjà venu aux Arts, vous savez qui c'est. C'est le grand monsieur avec une barbe et la chapka. Voilà. Monsieur Chapka. Est-ce un gros pari de partir sur une affiche qui, certes, n'enferme pas le film dans un genre, mais du coup ne l'ancre dans aucun? En fait, oui, ça l'ancre dans aucun, mais je pense vraiment que le but premier, c'était vraiment de pas enfermer le film dans quelque chose. Et au-delà de toute considération, maintenant, la communication, il faut bien comprendre qu'une communication dans la distribution cinéma, il faut prendre l'ensemble des facteurs. Donc, oui, on avait l'affiche, mais il n'y avait pas que l'affiche. Il y avait l'affiche, il y avait ses déclinaisons, il y avait tout le travail autour de la presse, il y avait tout le travail autour des bandes annonces aussi. C'est un tout. Parce que là, par exemple, surtout, ce qui était vraiment important, on avait le piège sur ce film-là, que ça soit présenté comme un film qui divise, c'est-à-dire d'un côté les flics, d'un côté les jeunes de banlieue. Et la force du film, c'est qu'il épouse tous les points de vue. Ce film, je pense, qui a été remarqué pour ça, c'est-à-dire qu'on comprend aussi bien le point de vue d'un policier de la BAC que le point de vue des jeunes de banlieue, que le point de vue
je ne sais pas, des imams sur place. En tout cas, c'est un film qui arrive à capter un petit peu le point de vue de tout le monde et de voir comment ces gens interagissent entre eux. Et je pense que c'était ça la force du film, c'était de ne pas juger, mais de regarder comment c'est ce qui se passe, de regarder comment ça se passe. Et c'était un film qui parle de ça, de finalement tous les oubliés, parce que les oubliés de la République, parce qu'aussi bien ces jeunes que ces flics qui se retrouvent perdus là-bas, à l'autre bout du monde, et qui ne savent pas très bien comment se dépêtrer par rapport à la complexité de la situation là-bas, ils sont aussi perdus. Et donc le message du film a diffuser avec cette affiche-là, en tout cas le point sur lequel on voulait communiquer, c'est que c'était un film républicain, c'était un film qui parlait à tout le monde, que c'était vraiment un film qui s'adressait justement à un public jeune, à un public vieux, à un public de banlieue, à un public de centre-ville. Et je pense que non, ça ne parle pas à personne cette affiche-là. Justement, elle parle à tout le monde. Elle évite de se mettre sur un segment, mais elle parle vraiment à tout le monde. Et en tout cas, c'était un film républicain et c'était ça qu'on voulait diffuser. C'était un film sur les oubliés de la République et sur ces gamins-là qui sont les oubliés de la République, mais qui font partie de la France. Ces gamins, ils sont français comme les autres et qu'il ne faut pas les oublier, il faut parler d'eux. Voilà. Et ça, je pense que c'est un message très fort, en tout cas, de véhiculer là-dessus. On en a eu plein d'affiches. Hein. Le pauvre Romain, il a travaillé pendant 6 mois sur l'affiche. On a commencé au mois de mai. Je pense que la dernière affiche, on l'a sorti quoi, Romain, début octobre, un truc comme ça. Donc, juin, juillet, août, septembre. En tout cas, ça a été 4 mois de boulot. C'est 250 affiches. Des projets merveilleux, notamment une affiche de JR qui reprenait des affiches issues de peintures classiques, etc. Il y avait des trucs magnifiques, mais qui s'adressaient justement qu'à une cible. Et non, nous, on voulait vraiment réunir. Voilà. Qui ont fermé le film. Qui est-ce qui choisit à la fin l'affiche? C'est vous? C'est le producteur? C'est le réal? C'est une discussion entre tout le monde. Nous, on est toujours très à l'écoute. C'est vraiment une discussion entre le réalisateur, les producteurs et nous-mêmes. On est très à l'écoute des propositions des réalisateurs. Je me souviens très bien, par exemple, sur un film de Christophe Honoré, dont Ma fille, tu n'iras pas danser. Le réalisateur n'aimait pas les projets qu'on lui avait proposés. Et c'est vrai que ce n'était pas les meilleurs projets du monde. Et voilà, il a choisi un photographe extrêmement connu pour faire l'affiche du film. On a été convaincus par le projet et on est parti là-dessus. Et c'est… donc, vous voyez, c'est des conversations à trois. Romain travaille avec des agences, insuffle une direction sur les affiches et fait plein de propositions. Quand on vient avec des réalisateurs et des producteurs, on ne leur propose pas 2 affiches, on propose 50. Enfin, 50, oui, je pense qu'on n'est pas loin de 50 projets d'affiches. Et on en discute. Nous, on propose pourquoi on veut communiquer d'une telle manière, pourquoi ça nous paraît important, pourquoi on pense que ce projet-là est le plus intéressant. Et à partir de ça, on travaille. À partir de ça, on fait des modifications. On écoute le positionnement du réalisateur aussi, qui peut être important, qui peut nous amener des outils de communication importants. Et voilà, c'est un boulot qui est long. Des fois, c'est évident. Hein. Vous avez des affiches. Je me souviens très bien, par exemple, Dani Moretti est quelqu'un qui est extrêmement précis sur la communication. Il nous sort l'affiche de Habemous Papam, qui est le pape de dos. Voilà, l'affiche, elle arrive. Bon, bah, c'est ça, direct. On n'a même pas travaillé. Merci, au revoir. Et voilà, et c'est tout. Et puis après, vous avez Les Misérables, c'est 4 mois de boulot. Le discours qui sort le 23 décembre, là, c'est plus de 4 mois de travail aussi. Ça a été extrêmement compliqué de comment parler de ce film-là. On était parti sur une fausse piste qui était la piste du mariage dans le film et ça ne marchait pas. Et donc, on est venu. Voilà, c'est d'avoir des mauvaises affiches, c'est très important en fait. Parce que les mauvaises affiches, c'est ce qui nous permet de savoir sur quoi on ne doit pas communiquer et de se recentrer sur qu'est-ce qu'on veut communiquer à travers ce film-là. Et donc voilà. Et donc ça, c'est une discussion, chacun avec son expérience, le réalisateur avec les 3 ans qu'il a passé dessus, le producteur avec les 3 ans qu'il a passé sur ce film-là, et nous, petit à petit, on arrive à faire surgir quelle est la quintessence du film, comment toucher un public avec cette quintessence-là, en quoi ce dont parle le film est universel et peut toucher tous les publics. Et voilà, donc c'est un gros boulot entre tous les acteurs du film. Et justement, il y a… Ouais. Juste, donc, du coup, là l'affiche, elle est volontairement, elle essaye de ne pas indiquer de genre particulier, mais les 2 teasers que vous avez montrés insistent beaucoup sur le caractère film d'action. Il se passe quelque chose, il y a un peu un espèce de thriller. Ça faisait partie du mix de communication que vous vouliez avoir. Oui, ça fait partie complètement d'un mix, oui. C'est plus facile avec des bandes annonces de segmenter les publics que vous voulez toucher, en tout cas, parce que vous vous adressez à des médias différents. C'est-à-dire que tout d'un coup,
Romain, il va aller mettre le petit teaser que vous avez vu sur Combini, sur Brut, sur des choses comme ça. Et puis la bande-annonce plus généraliste sur le site de Télérama ou d'autres supports comme ça. C'est plus simple avec une bande-annonce qu'avec une affiche, parce que l'affiche, vous êtes dans toutes les salles de cinéma et par essence, ce sur quoi travaillent tous les exploitants, que ce soit de circuit ou indépendants, RSC ou grand public, c'est de toucher tous les publics avec cette affiche-là. Donc jusqu'à présent, à part quelques cinémas à Poitiers où ils divisent la salle en deux pour toucher deux publics différents, mais en règle générale, le but d'une salle de cinéma, c'est d'essayer de toucher un peu tous les segments, en tout cas. Sauf qu'il y a des spécificités, des salles de cinéma très RSC, des salles de cinéma très grand public. On travaille quand même aux 3/4 avec des salles qui sont mixtes. Donc, c'est important de toucher tous les publics avec… voilà, on ne peut pas décliner des affiches différentes, en tout cas, suivant les cinémas. Ça serait trop compliqué à faire. Et là, on parle beaucoup de l'affiche, mais il y a aussi d'autres éléments importants sur ce film. On a parmi les personnes qui nous écoutent, évidemment, des salles de cinéma, mais peut-être aussi d'autres personnes, voire des gens qui ont vu ce film en tant que simples spectateurs. Donc, on voulait savoir un petit peu l'avis de tous pour savoir ce qui avait été déterminant selon vous pour toucher un public jeune sur ce film. Donc, je vous invite à répondre aux questions. Est-ce que vous pouvez donner répondre à plusieurs possibilités? Donc, qu'est-ce qui, selon vous, a été déterminant pour toucher un public jeune sur ce film? L'affiche, les réseaux sociaux, le sujet, l'actualité, les séances événementialisées, les avant-premières, le travail évidemment exceptionnel du distributeur Le Pacte, le travail extraordinaire des salles de cinéma, aussi la presse, mais on vous a dit que les jeunes ne lisent plus, il paraît, ou alors le casting et le réalisateur. Donc, je vous laisse répondre rapidement, vraiment selon votre avis. Peut-être, Olivia, toi, tu peux aussi… Je ne peux même pas voter. Ah, zut. Mais toi, tu peux peut-être nous dire, en tant qu'exploitante aussi, ce que tu as pu constater. Moi, c'est marrant, parce que du coup, sachant que je peux participer à ça… Alors, on ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est ton micro ou si c'est ta connexion, Olivia. Là, on ne t'entend plus du tout. Olivia, on t'a perdu. Ouais. Olivia. Allô, ma connexion est instable. Ah, on ne t'entend pas. Bon, alors en attendant qu'elle récupère sa connexion, voilà les résultats de ce sondage. Donc, la plupart des gens considèrent que c'est le sujet et l'actualité qui a contribué notamment à faire venir les jeunes. Et en deuxième position, nous avons le travail exceptionnel du distributeur arrive en troisième, mais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, selon vous, ont été vraiment importants pour toucher un public jeune. Du coup, peut-être on peut laisser la parole à Adrien Tholon sur cette question. Du coup, parlons-en avec plaisir. Donc, effectivement, on accompagne le Pacte très, très régulièrement et on était ravis de travailler sur Les Misérables. Alors, comment se passe notre travail? C'est un peu en deux temps. D'abord, en amont, une fois le film vu, on va proposer une stratégie à la fois de moyens, de créa et publicitaire et de cible. Et une fois que cette stratégie est validée par Romain et ses équipes, on la met en place. Et on la met en place du coup sur la partie créa, sur la partie achat et sur une petite partie éditoriale, puisqu'on gère chez Lucky Time aussi une vingtaine de communautés cinéphiles par genre, par sujet, etc., qui nous permettent de soutenir aussi à la façon d'un média les films sur lesquels on travaille. Donc du coup, sur ce film, déjà, le premier élément important, oui, les réseaux sociaux ont été importants et c'est la première fois que le Pacte nous donne autant d'argent à dépenser. Voilà, c'était le plus gros budget à l'époque, qui là est battu par le discours, mais à l'époque, c'était le plus gros budget. Donc déjà, ça, c'est un point important. Et ensuite, en termes de ciblage, oui, Romain? Non, j'allais juste dire aussi que même la partie digitale dans son ensemble, c'était le plus gros budget alloué à un film à l'époque pour le Pacte. Donc sur la partie ciblage, comment on a travaillé? Déjà, on s'est dit qu'on allait commencer à 18 ans, ce qui n'est pas toujours le cas sur les films que l'on travaille, nous, qui sommes vraiment spécialisés sur le cinéma indépendant et RSC. Donc là, on a vraiment voulu toucher les 18-24 ans, notamment masculins, pas que, mais notamment masculins. Et on a généré en gros quatre grandes catégories d'audience. Une audience autour du cinéma RSC
voilà, de manière traditionnelle, même sur les réseaux sociaux. Le rôle des réseaux sociaux peut aussi être de toucher ce public RSE senior, et on voit notamment sur Facebook qu'il y a de plus en plus de seniors présents dessus. En deux, on a généré du coup une audience autour de la culture urbaine, de Courtrage-May, etc., au profil très jeune, là pour le coup. On a généré également une audience plus politique, plus sujet de société, là, le premier argument qui revenait sur le succès auprès des jeunes du film. Donc une audience assez média, assez voilà, politique, sociale. Et enfin, une quatrième autour qui est une exclusivité du KeyTime. On a un accord avec 40 distributeurs pour partager la data Facebook et Instagram. Et donc, on est allé piocher dans les films qui pouvaient nous intéresser, qui pouvaient être apparentés. Donc, côté jeune, on est allé réactiver des audiences, par exemple, d'un film de Metropolitan travaillé quelques mois avant qui s'appelle Blind Spotting, voilà, ou après des plus gros films à réessayer également. Donc voilà, donc ces 4 audiences, on les a mises en concurrence au départ pour voir quelles étaient celles qui fonctionnaient le mieux. Et voilà, de manière assez sympathique, les 4 audiences fonctionnaient de la même manière, sur la bande-annonce en tout cas, qui était assez générique. On obtenait autant de vues que ce soit sur la cible Courtrage-May, culture urbaine, la cible RSE, la cible retargeting, etc. Donc on voyait que le film était large et pouvait être abordé par différents axes. Ensuite, je peux vous montrer une petite capture d'écran sur comment on a réussi à rajeunir un peu, sur notamment les résultats de la bande-annonce sur la partie cible Courtrage-May, culture urbaine. Je vais vous partager ça. Voilà, donc là, vous avez en bleu, enfin violet, on va dire, la partie vue, les vues de vidéos à 10 secondes et plus, et en vert, la couverture, donc les personnes qu'on a touchées, uniquement là sur la cible voilà, Courtrage-May, culture urbaine. Et donc, quand on a lancé la bande-annonce là-dessus, on s'aperçoit que les 25-34 et les 18-24 en numéro 2 sont les cibles qui ont le mieux réagi et généré le plus de vues. Au sein de 100 vues, on a une forte proportion de 25-34, 18-24 générées par cette audience spécifique autour de la culture urbaine. Voilà, on a des chiffres totalement différents quand on regarde notre ciblage RSE ou notre ciblage plus politique-social. C'est quoi la différence entre les couleurs? Alors, en vert, tu as la couverture, le nombre de personnes que la publicité a atteintes. Ouais. Ah, pardon, oui, c'est marqué au-dessus. Et en bleu-violet, tu as les vues. Parce que les gens peuvent s'arrêter, ne pas aller voir, ne pas continuer à voir. Là, les vues à 10 secondes et plus. Et ça, du coup, par rapport à d'autres films, tu l'analyses comment? Les gens qui nous suivent n'ont pas forcément l'habitude de voir des données, donc n'ont pas forcément de référence en fait pour analyser ces chiffres-là. Là, c'est vraiment une répartition par tranche d'âge, donc il ne s'agit pas forcément de performance, mais oui, la bande-annonce a beaucoup mieux performé que notre moyenne. On a une moyenne avec beaucoup de films maintenant dedans. Et tous les indicateurs étaient au vert, tous les indicateurs dès le départ, dès la sponsorisation de la bande-annonce, étaient supérieurs en termes de portée, en termes d'engagement, en termes de vues, en termes de durée de visionnage. Tout ça a été très fort par rapport à la moyenne. Voilà. J'ai une question. C'est vous aussi qui vous êtes occupé de toute la com de la Daronne? Oui, tout à fait. Parce que c'était assez étonnant. Enfin, je sais qu'on sort du sujet des Misérables, mais moi, je suis que sur Instagram, je ne suis pas sur Facebook, mais c'était assez impressionnant tout ce que vous avez fait sur la Daronne pour toucher un public jeune aussi. Il y a eu aussi une stratégie, oui, tout à fait, d'aller essayer d'élargir via les jeunes. Là aussi, ce n'était pas la cible première et naturelle et primaire, mais on a bien complété. Et d'ailleurs, tu parles des canaux.
là, ce petit exemple, c'est uniquement Facebook, qui a un public plus âgé que les autres réseaux sociaux. Effectivement, on a beaucoup travaillé Instagram sur Les Misérables. Et là aussi, on disait qu'au niveau digital, c'était le plus gros budget du pacte à date, ce film-là. Et au niveau d'Instagram, c'est la première fois qu'on a mis Instagram, qu'on a donné un poids à Instagram aussi important que celui de Facebook. Je suis retournée en arrière, j'ai vu un post tous les jours, quasiment avant la sortie, avec un décompte. C'était fou. Ouais. Grosse cavalerie, ouais. Et donc là, je parlais des Misérables, pardon. Hein, oui, Les Misérables. Je suis retournée aussi, tu vois, un an avant pour voir. Surtout qu'il y a Kassovitz qui a fait un post, là, il y a 4 jours encore sur Les Misérables. C'est encore… Enfin, par le pacte, mais une mini-interview. Ah, ça coince encore, Olivia. On ne t'entend plus. Je vais parler avec la langue. Là, ça y est, on t'entend. Donc, en tout cas, voilà. Mais c'est ça le problème des villages. Ouais. C'était un des tout premiers films, effectivement, chez Lucky Time, même au-delà du pacte, sur lequel on donnait un poids aussi important à Instagram, qui a donc un profil beaucoup plus jeune que Facebook, très 18-34. Ouais. Voilà, sur l'axe thriller, action, etc., qui était un des axes du positionnement de notre reco, on a aussi activé des communautés chez Lucky que l'on a, donc les fameuses 20 communautés dont je vous parlais. On a une communauté autour du cinéma de genre, donc on a pas mal parlé du film là-dessus. À côté des choses beaucoup plus classiques comme notre communauté autour du cinéma art et essai et indépendant en général que l'on anime en partenariat avec Eric Lebot, côté VO. Voilà, on a aussi activé le côté genre. Aujourd'hui, un an après la sortie, forcément, on ferait une proposition côté TikTok pour aller toucher cette cible plus jeune. TikTok commence un peu à vieillir, donc voilà, on peut commencer à toucher du 15-24 ans dessus. J'ai quelques chiffres à vous partager que j'ai récupérés. Voilà, il y a 18-24 ans, c'est 33% des utilisateurs de TikTok ont entre 18 et 24 ans. Voilà, on aurait proposé forcément ça. Et donc les moins de 18 ans, ils sont sur quoi maintenant? Ils sont aussi sur TikTok, encore plus nombreux que les 18-34. Encore plus nombreux. Voilà. Je sais pas qui fait un bruit avec. On entend une petite sonnette qui résonne. Non, c'est bon. C'est peut-être dans mon casque uniquement. Non, j'entends aussi. Je ne sais pas qui sonne. Et alors, moi, j'avais une question aussi sur qu'est-ce qui, à votre avis, a été vraiment propre à cette sortie en termes de succès auprès des jeunes, et qu'est-ce qui peut entrer dans une recette qu'on peut répéter sur d'autres films? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu apprendre à l'occasion de cette sortie et que vous pouvez réitérer pour d'autres? Je ne sais pas si c'est clair comme question. Est-ce qu'il y a des enseignements que vous avez tirés, en fait, des choses que vous avez apprises, vous, en tant que distributeur, ou toi, Adrien, est-ce que ça a nourri, en fait, ensuite d'autres sorties, peut-être? Non, moi, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, chaque film a sa propre stratégie, quoi. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu bateau, tout ce qu'on veut. Mais nous, voilà, chaque film est très, très différent. C'est vrai que la stratégie qu'on a eue sur un film comme Première Année ou sur Les Misérables ou sur Le Discours, elle est différente à chaque fois, quoi. Ça dépend vraiment de à quel public on s'adresse, comment on l'attrape. Ça dépend de l'époque, ça dépend de l'évolution, ce que disait Adrien, hein, l'évolution de la consommation des gens en termes de réseaux sociaux. C'est vrai que l'évolution de TikTok, voilà, je ne savais pas, mais effectivement, c'est normal, le public de TikTok vieillit. Hein. C'est intéressant, mais je pense qu'il faut se remettre en question à chaque fois sur chaque film. Et c'est un renouveau boulot, un nouveau boulot à chaque fois. Voilà. Un truc qui est un peu commun, en tout cas, moi, pour ma partie propre, en tout cas, à chaque film, c'est que plus un film a un bouche à oreille dont on ressent que le bouche à oreille va être extraordinaire et dont la notoriété n'est pas faite encore, plus il faut travailler une campagne d'avant-première, en tout cas aller montrer le film, parce qu'on sait que… Voilà, j'ai plus de batterie. Allô ? J'ai quasiment plus de batterie, mais ça va. Bien que je sois en charge, mais en tout cas, ça crée un bruit sur les réseaux sociaux, sur les Twitter,
voilà, qui fonctionne, quoi. Qui fonctionne bien. Nous, on va avoir un cas très précis là sur Les Méchants, par exemple, qui est un film de Mouda Achour dont la sortie était prévue le 10 février, qu'on va probablement décaler parce que on a dû décaler Ibrahim lui-même au 3 février. Voilà, là, on sait qu'on va aussi beaucoup toucher les réseaux sociaux. On a du bouche à oreille à créer en amont. On va avoir des supports assez forts parce que les deux acteurs principaux qui sont Roman Fressinet et Jimo, c'est des énormes stars du stand-up et des réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est des gens sur lesquels on va s'appuyer. Et c'est vrai que plus on fera une tournée province sur ce film-là, plus les gens qui connaissent un peu Jimo et Roman Fressinet vont s'emparer du film. Ils ont c'est des gens avec des centaines de milliers de followers et ça peut faire marcher. Un mec comme Jimo, il a fait une vidéo qui s'appelle J'aurais toujours kiffé d'être une tortue, c'est ça Romain, si je ne me trompe pas. C'est 20 millions de vues sur YouTube, donc c'est énorme. Donc c'est vrai que si vous arrivez à choper en tout cas ce public-là des réseaux sociaux par des politiques d'avant-première, s'ils sont les relais des avant-premières en tout cas, ça c'est un truc qui marche, c'est un truc qui marche très fort. Voilà. À mon sens. Merci beaucoup à vous tous. Il y a une petite question sur la création d'un site et même d'une manière générale sur la création d'un site pour un film. Est-ce une pratique fréquente? Je pense que c'est une question à laquelle on répondra aussi dans l'initiative qui va suivre avec le projet Ariane de Balthus qu'on va accueillir dans quelques minutes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, vous les intervenants ou vous les spectateurs, si vous avez une ou deux questions à poser? C'est le moment. Voilà. Sinon, je vous remercie beaucoup. Voilà, déjà l'initiative Dimitri qui arrive pour l'initiative suivante. Non, il y a une petite question. Ah non, c'est Cyril qui nous dit que c'était vraiment très intéressant. Et effectivement, moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je pense que les personnes qui nous suivent et aussi les personnes qui nous suivent en replay, je rappelle qu'ils ne sont pas forcément là en direct, pourront aussi nous faire des retours. Nous, on est preneurs des petits mails de retour. C'est très intéressant. Merci à tous à nouveau de la part de Juliette. Voilà. Donc, je ne sais pas si un mot de la fin, peut-être Baptiste, Olivia, Adrien, Romain. Alors on espère que les jeunes vont revenir en masse le 15 décembre. Oui. C'est surtout ça. Je pense que tous les exploitants et les distributeurs travaillent ensemble pour un retour du public en masse. Moi, je voulais, juste, on sort un peu du créneau, mais c'est vrai qu'il y a un boulot qui a été formidable, qui a été fait par les salles depuis le 22 juin. On est parti de rien, on est parti de 4 mois d'arrêt. Il y a tout à reconstruire. On est arrivé à un niveau de fréquentation magnifique. Sur la semaine du 21 octobre et les 2 premiers jours du 28 octobre. Il y en avait pour tous les publics, que ce soit avec Michel-Ange chez UFO, Drunk chez Waycourt, ADN chez nous, Adieu les cons, et puis pour des publics plus grand public avec 30 jours max, des publics pour les enfants aussi variés que les Trolls et Poly, en passant par Calamity James et Le Petit Vampire. Il y en avait vraiment pour tous les publics et on est arrivé à un super beau niveau de fréquentation. Voilà, c'est retombé à plat, mais je suis sûr qu'on va redécoller très vite au 15 décembre parce que tout a été recréé et là, on est sur un très bon élan. Et voilà, et ça, c'est plein d'espoir. Tout le monde a condamné les cinémas en disant après 4 mois de confinement, les gens n'en ont plus que pour les plateformes, pour la VOD et compagnie. Bah non, ils sont tous revenus en salle et ils vont revenir massivement au 15 décembre. Donc courage, on va tous y arriver. Bien, ça, c'est optimiste. Voilà. Mais oui, super. Vive le cinéma. Moi, je suis d'accord avec Xavier. Voilà, et Juliette qui rajoute, en tant que jeune, 21 ans, j'y serai. Pour le discours notamment, super communication sur les réseaux, pareil. Alors, ben voilà, touchez bien votre cible. Bon, merci beaucoup, merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Je pense que si les gens ont d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre ensuite par mail et on fera suivre. Voilà, merci d'avoir assisté à ce laboratoire. Je vais vous laisser repartir en coulisses et suivre la prochaine initiative. Merci Adrien et Lucky Time. Merci le Pacte. À très bientôt et plein de succès pour la reprise. Merci Anne. Merci. Et tous les autres. Et donc on va accueillir maintenant le projet Ariane qui est porté par Balthus. Alors on va laisser Étienne faire entrer et sortir
les uns et les autres. Ça va, Baptiste? Oui, tout se passe bien? Ça se passe bien. Ça va, Olivia? Sauf que j'ai des coupures apparemment. Oui, tu as quelques coupures techniques, mais bon, ça, c'est le m'entendez, biberon, quoi. On ne peut pas avoir le ça. soleil et la bonne connexion. Voilà, donc un coucou du biberon. On fait un petit coucou à Clémence Renou qui doit, je crois, pas loin. Regarder, qui n'est pas très loin de toi, je crois. Voilà. Non, elle n'est jamais très loin. Voilà. Mais je reçois des textos de copains qui me disent que mes filles ne pédalent pas assez vite dans la cave. Merci, Jérôme. Bonjour Stélio, Dimitri et Gabriel, ainsi que Pierre qui arrive. Bonjour. Voilà, Bonjour. Gabriel Bois, Dimitri Carcheret, et Pierre Lambet de Haut-Écourt que vous connaissez si vous étiez là au sommet l'année dernière. Pierre avait participé au hackathon du cinéma, n'est-ce pas Pierre? Brillamment. Brillamment. Chez Haut-Écourt, bienvenue à vous. Bienvenue à vous et je vais laisser notre ami Baptiste peut-être vous introduire. Oui, merci beaucoup. Donc c'est vraiment, on a eu une très bonne transition puisqu'on a fini l'exemple précédent avec la question des sites et la question du mixte. Qu'est-ce qu'on met, comment on fait la promotion du film via l'affiche, via les sites, via les différents réseaux sociaux. Et donc du coup c'est une excellente transition vers le projet Ariane qui nous est présenté. Donc Ariane, c'est un outil, vous allez nous expliquer ça, hein, c'est un outil à destination des distributeurs qui a pour ambition d'augmenter la visibilité des œuvres sur les réseaux sociaux et de mieux comprendre les interactions que peuvent avoir les spectateurs avec les films qui sont promus via ces réseaux. Donc je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres, faire un petit tour de table pour que chacun de nos visio-spectateurs puisse vous identifier. Donc, on va commencer par Pierre, puisqu'on on t'a dénoncé. Donc, Pierre, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Oui, alors je travaille à la distribution chez Haut-Écourt et je m'occupe principalement du… Super. Dimitri, ensuite. Moi, je travaille donc à Balthus avec Stélio, Gabriel et Philippe Martin et toute notre équipe. Et moi, je viens plutôt de la production, côté production, et j'ai notamment travaillé sur le projet de la 3e scène de l'Opéra de Paris pendant 4 ans, pour lequel j'ai produit des courts-métrages. Stélio. Moi, je viens plus du côté de création de sociétés dans tout ce qui est services en ligne liés à la VOD. Et j'ai notamment travaillé sur des projets aux États-Unis liés à la VOD, notamment avec Disney. Et voilà, je viens plus de ce monde-là. Merci. Et Gabriel, last but not least. Ouais, moi j'ai rejoint l'équipe de Balthus il y a quelques mois et je suis diplômée de distribution et exploitation de la FEMIS. Et donc moi, je suis plus du côté du coup distribution. Et j'ai fait des stages chez Meteor Film où j'ai beaucoup appris et aussi au Lucernaire à la programmation du cinéma. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais vous laisser présenter. Donc, du coup, c'est une expérience qui a commencé il y a 1 an et demi, 2 ans, si j'ai bien compris, d'un ressenti très professionnel. Vous étiez sur un cas concret et vous vous êtes dit, mais en fait, il faut aller plus loin. On a besoin de créer un outil pour nous aider. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Exactement, l'idée c'est que c'est d'une volonté. Le cas pratique s'occupe de la distribution et de la production des films. Qu'on a considéré un peu comme un laboratoire de création. On s'est posé la question, en fait, qu'on a produit les films et qu'on les a mis sur Internet, qu'il fallait faire en sorte que chaque œuvre, en gros, trouve son public digital. Donc, on a commencé en fait à expérimenter des petites stratégies. Il y a ces volontés. On a vu qu'il y avait des outils en fait que procuraient les plateformes. Donc, on a commencé à essayer des choses pour élaborer pour chacun des films qui sont tous extrêmement divers une stratégie
pour trouver le bon public. Parce que c'est sûr que travailler sur un film de Claude Lévesque, David Chapon, Vera Setakou, John Rachid ou Fanny Ardant, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, on a essayé de diversifier un peu nos pratiques. Et puis, on s'est rendu compte en expérimentant que en fait, les films trouvaient des publics qui étaient, en l'occurrence, plutôt éloignés de l'opéra, des publics jeunes, des publics engagés, puisque la moyenne de visionnage des films fait 50%. Et puis que en fait, la problématique n'était pas tant que un public plus jeune avait délaissé des œuvres culturelles qui sont exigeantes, mais qu'il n'y avait pas forcément accès. Donc, comme Balthus est une filiale des films Péléas, on s'est intéressé aux sorties des films produits par Philippe Martin et David Thion, et on s'est rendu compte que les mêmes questions de recherche de public se posaient. On a décidé de créer un espèce de laboratoire au sein de Balthus pour essayer de continuer cette réflexion, d'expérimenter, de développer ces fameux outils. On a une équipe qui est plutôt transverse, parce que vous avez Stelio, donc, qui vient, lui, de gros projets de la VOD, notamment avec Disney aux États-Unis, Korea Telecom en Corée du Sud, qui vient vraiment donc, du monde de l'innovation. Gabriel, qui est, comme elle a dit, du côté plutôt distribution, moi du côté de la production, et puis on s'est entouré de développeurs et de data scientists pour vraiment commencer à élaborer ce projet. On a reçu un premier financement du CNC via leur IAM il y a 1 an et demi, et donc on s'est lancé dans cette aventure. Notre démarche de recherche, du coup, ça a été vraiment au tout début d'analyser les pratiques existantes de la filière. Donc, on a cartographié en fait tout le processus de sortie d'un film. Donc, on a séparé les éléments donc, par tâches, par acteurs qui interviennent, donc les producteurs, les distributeurs, les agences médias, les outils qui sont disponibles à ce moment-là pour eux de leur stratégie de sortie, pour vraiment comprendre la synergie qui est à l'œuvre quand on sort un film. Donc, ce paysage, on l'a élaboré donc avec plein de professionnels différents, des attachés de presse, des directeurs de post-prod, évidemment des producteurs et des distributeurs. Donc, c'est quelque chose vraiment qui évolue sans arrêt. Et d'ailleurs, je lance un appel, si ça dit à certains de venir travailler avec nous sur cet énorme paysage, on serait vraiment ravis de continuer à l'alimenter avec eux. Et en fait, ce travail, il nous a permis vraiment de prendre du recul sur ce qui se passait, de tout poser à plat et de voir en fait donc les différentes habitudes des professionnels, les différentes pratiques aussi qui sont vraiment mises en place et certaines qui veulent faire évoluer, et aussi les difficultés et les problématiques qu'ils rencontrent, et notamment sur le secteur du digital. Donc tout ça en fait, ça nous a permis donc d'observer plein de choses et notamment un phénomène contradictoire entre tout ce qu'on a observé, qui est que d'une part, donc, il y a une augmentation, vous le savez tous, mais de la part du digital dans les frais d'édition depuis 10 ans. Donc, ça a été multiplié à peu près par 2,4. Et pourtant, quand on parle avec les professionnels, on constate un sentiment qui est partagé par la profession de ne pas être encore assez efficace dans sa recherche de public en ligne et de ne pas réussir à toucher facilement le public jeune, à part quand il y a des films vraiment qui explosent au niveau du bouche à oreille, où là, du coup, tout est facilité. Mais en tout cas, voilà, les professionnels ont du mal à toucher facilement un public jeune malgré une meilleure présence sur le digital, puisque ces frais ont augmenté. Donc, une fois qu'on a observé tout ça, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever ce problème? Quels sont les outils à créer? Et donc, on est revenu aux fondamentaux. Et donc, vous le savez, le numérique, s'il est bien utilisé, il peut permettre une lecture détaillée des publics et un meilleur ciblage qu'on ne pouvait pas avoir auparavant. Et notre point de départ, ça a été donc, le métier du distributeur, parce que c'est lui qui est un expert des publics, où qu'il soit. Mais on a vraiment envie de construire des outils pour toute la filière, et notamment pour les exploitants. Donc, c'est pour ça vraiment que mon invitation, c'est une vraie invitation, et on serait vraiment ravis d'en parler avec vous et d'inventer ensemble les outils pour l'exploitation aussi. Voilà. Et donc, pour construire l'outil, on est vraiment parti d'expérimentation, et tout a commencé sur En Liberté, donc, qui a été distribué par Memento et produit au sein de Péléas. Et c'est vraiment à partir de là que tout a commencé, et il y en a eu plein d'autres sur plein d'autres films, et je laisse du coup Stelio nous raconter cette histoire. D'accord. Et puis, Baptiste, tu interviens si tu vois que je ne suis pas assez compréhensible, ou je vais trop vite, ou des choses comme ça. Donc, en gros, effectivement, on s'était dit, au départ, on n'était pas du tout parti de l'idée de faire des outils entre nous, parce qu'en fait, par défaut, on a utilisé des existants, et puis c'est le plus important, en fait.
Et progressivement, on a vu que ces outils étaient plutôt faits pour des spécialistes et des gens du digital marketing et que les décisions faites par les distributeurs restaient encore de manière assez traditionnelle malgré la grande performance que les agences avaient de l'autre côté. Et donc, on était arrivé, en faisant manuellement en fait, ce travail, on a identifié 4 thèmes qu'on s'était dit intéressants de partager avec vous. Un thème lié à la data, un deuxième thème sur qu'est-ce que c'est de mesurer, un autre, qu'est-ce que c'est d'expérimenter, et le dernier qui était qu'est-ce que c'est d'apprendre des données, en gros. Donc, si je vais dans le premier point, la data, en fait, c'est assez intéressant parce qu'en fait, chaque fois qu'on fait une pub, en fait, on génère de la data, une data très précieuse, mais qui reste dans les plateformes. Et cette data, elle est disponible, mais à travers des consoles qui ne sont pas pensées pour les distributeurs. Mais pourtant, elle donne une information clé pour la compréhension des publics. Donc, l'idée, c'était de se dire, et si on essayait de la remonter? Et là, effectivement, on a beaucoup de travail, notamment avec Lucky Time, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette expertise qui nous permettait de comprendre, en fait, pas mal de choses. Et donc, là-dessus, en fait, on s'est dit, OK, ça, c'est une chose à faire. Qu'est-ce qu'il faudrait présenter pour rendre intelligible cette richesse d'informations? La deuxième chose, c'est qu'on avait l'impression que la question récurrente, c'était de se dire, voilà, j'ai mon nouveau film, j'ai une opportunité absolument incroyable de canaux, et voire même des nouveaux qui émergent. La Ciné Society, c'est assez intéressant parce que tout à coup, ça transforme le réseau des exploitants comme un canal potentiellement utilisable, unifié, d'un point de vue y compris distributeur, et on a l'impression qu'il y a plein d'autres innovations comme ça qui doivent exister et qu'il faut trouver et mettre en valeur. Le problème, c'est quand c'est qu'il faut les activer, quel budget mettre, et en gros, voilà, c'est un peu ces questions-là. Par rapport à ça, quand on dit mesurer aussi, c'est que souvent les plateformes donnent en fait des mesures très standards, qui sont des mesures telles que le nombre d'impressions, le nombre de clics, etc., qui sont des mesures pensées de manière très générique, mais qui sont difficiles à interpréter en tant que distributeur quand on doit prendre des décisions. Et donc, on s'est dit, quand on faisait nos analyses, on s'est dit, en gros, ce serait quoi les mesures? Qu'est-ce qui serait intéressant de voir? Et là, c'est un exemple qui peut être intéressant ici. C'est que, par exemple, ici, on a analysé en gros, on a mis une sonde quand on a lancé une série de campagnes. Et là, on l'a fait en collaboration avec Lux, avec qui on a aussi beaucoup appris. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, les agences ont une connaissance et sont avides d'interaction avec les distributeurs. Mais souvent, cette interaction, elle est très basique parce qu'il y a peu de partage d'informations et surtout pas un partage d'informations temps réel pour pouvoir réfléchir ensemble pendant la campagne et même en amont. Donc ici, c'était intéressant de voir qu'en fait, le trafic, on avait très peu de trafic qui venait d'Europe 1, mais par contre, le trafic, la qualité de ce trafic, c'est-à-dire l'intérêt qu'avait le public généré par ce trafic, était il y avait un grand intérêt pour les films. On va vous montrer comment est-ce qu'on a fait pour le mesurer, mais en fait, l'idée, c'était de regarder le comportement de l'utilisateur venant de la source Europe 1. Ici, on voit que sur MSN ou OhMyMag, on a eu beaucoup plus de trafic, voire même potentiellement, donc les algorithmes des plateformes ont alloué dynamiquement plus, peut-être parce que ça coûtait peut-être 2 fois moins cher. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça apportait pas 2 fois, la qualité pas 2 fois moindre, mais 5 fois moindre. Et puis la quantité ici, en fait, elle était complètement différente. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en donnant ça, cette information, elle est intéressante pour un distributeur parce que c'est intéressant de se dire, tiens, Europe 1 pour ce type de film, c'est surprenant. Donc, déjà, c'est une mémoire que je pourrais utiliser, une information pour les prochains films en disant peut-être il y a quelque chose d'intéressant. L'autre chose, c'est tout simplement, je peux prendre mon téléphone et parler typiquement là, dans ce cas-là, c'était Clocks. Et là, typiquement, une vraie conversation peut se créer en disant mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de mettre un peu plus ici ou de diminuer un tout petit peu plus ça? Et cette information qualitative, elle est super importante à partager entre l'agence et le distributeur. Un autre exemple ici, c'est le trafic généré alors pour un film précis et pour une semaine précise, je précise. En fait, on remarquait que l'investissement était enfin, le trafic était cohérent sur toute la semaine sauf le mercredi. Par contre, l'engagement était complètement différent. Et donc, à partir de là, on s'est mis ça aussi. Pour être bien précis, quand tu indiques conversion, en fait, pour nos visio-spectateurs, tu convertis quoi en quoi? C'est super intéressant, c'est super important. En gros, et on va le voir après, mais c'est une bonne question parce qu'en fait, je remarque qu'on ne le dit pas ici, c'est qu'en fait, chaque fois qu'il y a une pub, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi les gens ont regardé la pub, pourquoi ont-ils cliqué? Et donc, on les fait venir sur un mini-site.
dont le but principal, c'est d'offrir toute une série d'informations pour comprendre l'intention de l'utilisateur. Est-ce que c'était pour se renseigner sur le film? Est-ce que c'était pour choisir une séance? Est-ce que c'était pour voir les autres teasers? Et basé sur la qualité de l'engagement, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne a fait. D'ailleurs, tout le long, semaine -2, -1, première semaine, deuxième semaine, on qualifie et on crée en fait une sorte de critères de conversion, si on veut, qui est en fait une sorte d'agrégation de toutes ces mesures. Est-ce que ça répond un peu à la question? Donc, par exemple, tu as un spot radio qui passe, tu as dit, sur Europe 1, et au même moment, tu mesures l'audience sur ton petit site et tu essayes de savoir ce que fait l'utilisateur sur ton mini-site, s'il reste, quelle page il lit, si éventuellement même il arrive à acheter une place ou ce genre de choses. Et la quantité d'informations, la quantité de temps qu'il dépense sur son mini-site t'indique son numéro, son implication, c'est ça? C'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Ouais, super bien défini. Donc, si je continue, en fait, donc ça c'était pour mesurer. On se disait donc il faut que des mesures parlent un langage facile, un langage qui est utilisable et actionnable, comme certains disent, c'est-à-dire sur lequel je peux prendre des actions pour un distributeur. Et donc là, c'est notre travail, d'où l'importance de l'implication des distributeurs et également des agences pour identifier en fait qu'est-ce qui est disponible et comment est-ce qu'on peut créer ce canal de communication. Le deuxième point qui était assez intéressant, c'était de voir en gros, sur tous les films qu'on a vus d'ailleurs, comment les décisions étaient prises. Donc souvent, il y a un peu cette réunion au sommet entre distributeurs, producteur et potentiellement le réalisateur, où on décide de l'affiche, on décide de plein de choses, etc. Après, on donne tout ça, en fait, des fois, on discute avec les agences pour décider des audiences, et après, on lance les campagnes, et puis on attend le bilan à la fin. Et donc, là, on s'était dit, mais dans d'autres industries, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, et surtout, il y a plein de choses à apprendre et peut-être à améliorer au fur et à mesure. Si je prends un exemple un tout petit peu plus précis, c'est qu'aujourd'hui, et puis là, typiquement, on l'a fait avec Lucky Time, c'est possible de tester, d'identifier des publics tests et voire même empêcher le partage, faire en sorte que ça reste le plus confidentiel possible, des affiches, des films annonces, etc. Et de le faire en amont, et ça peut enrichir les débats entre le distributeur, le producteur et le réalisateur. On ne pense pas que la data prend la décision, non, mais on pense qu'elle peut aider à prendre une décision plus intelligente. Et deuxièmement, elle peut aider, ce qui est à droite, c'est que au début, ce qu'on a tendance, quand on fait des films annonces ou des choses comme ça, c'est qu'on a tendance de déjà avoir des a priori et déjà prendre des décisions et on va à peu près dans la même direction. Parce que tout simplement, on n'ose pas faire des grands écarts complètement parce que tout simplement, on se dit, ben non, de toute façon, c'est impossible, il faut bien qu'on décide. Donc, autant décider sur cette direction. Tandis que quand on mesure, quand on fait des expérimentations, on peut faire des choses complètement différentes et puis oser risquer des choses et après juste décider et voir si c'était intéressant. La deuxième chose, pour les audiences, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'utiliser un peu le concept de fusée éclairante où on lance une fusée et puis on regarde ce que ça éclaire et puis on se dit, bah, tiens, c'est des choses qu'on n'a pas vues. C'est des choses que nous, on a fait en fait dans la troisième scène et qu'on se disait, mais peut-être c'est utilisable et peut-être c'est à faire. Voilà, ça c'est aussi une réflexion. Là, je prends un exemple qui est assez intéressant, qui est en fait toutes ces données, en fait, c'est des données qui existent. Et typiquement, si je prends l'exemple de Lucky Time, ils les connaissent très très bien, seulement que c'est perdu dans la console Facebook ou dans la console YouTube et c'est très difficile de rendre disponible de manière cohérente et voire même de comparer, par exemple, une courbe sur YouTube et celle de Facebook ou même deux courbes de Facebook pour la montrer à un distributeur. Là, c'est deux films annonces. Deux films annonces en liberté. Et puis, c'était assez intéressant de voir que le premier montage qui commençait par je ne sais pas si on les appelle des cartons, enfin par des logos. Et puis, donc, quand on met les logos, puis les gens défilent sur leurs réseaux sociaux, ben, en fait, ça ne les accroche pas trop, parce que ce n'est pas trop émotionnel, donc on a une énorme chute. Et puis, le deuxième point qui est assez intéressant, c'est qu'après, on arrivait avec un plan large. Parce que tout simplement, dans la dramaturgie, il fallait contextualiser, donc ça faisait du sens d'un point de vue contenu, mais pas du tout de sens d'un point de vue émotion. Quand je défile, ce n'est pas du tout ça qui va me faire arrêter. C'est seulement quand il y a le visage d'Adèle que tout à coup, ça s'aplatit. Et donc, en fait, ici, on arrive beaucoup plus rapidement dans un contexte, dans un commissariat. Et donc là, en fait, on a le double de performance. C'est-à-dire ici, il faut que je mette 4 000 € pour atteindre la même rétention d'audience que ici, où je mettrais 2 000 €. Donc, il y a vraiment un impact. Et la même chose, ce que j'ai oublié de dire, c'est la même chose quand on voyait en fait les différentes sources, Europe 1, etc. Rien qu'ajuster peut des fois aider à mieux dépenser quasi 50% du budget quelquefois.
Et donc, mais pour ça, il faut que le distributeur et l'agence partagent des informations pour prendre des décisions ensemble. Peut-être là, je donne Dimitri, si tu veux prendre la main par rapport à là. Un autre des déclics qu'on a vu en travaillant sur ces sujets, c'est qu'en fait, à partir du moment où on récupère cette donnée-là et qu'on l'agrègue, en fait, qu'on crée une espèce de base de données par distributeur, ça nous permet de vraiment créer une intelligence liée aux campagnes. L'idée, c'est de pouvoir se dire qu'en fait, il faut apprendre des campagnes passées pour les campagnes futures. C'est-à-dire que même s'il y a un succès ou un échec, comme vous l'a présenté Stelio sur l'exemple des deux bandes annonces qui avaient été sponsorisées sur les mêmes audiences, et ben en fait, cet apprentissage-là peut aider en fait pour les prochaines campagnes. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble super important. C'est-à-dire que dès qu'on commence à récupérer des données, on construit une intelligence. Peut-être un point qui était intéressant dans la question qui avait été posée, qu'est-ce que vous avez pris pour les prochains films ou qu'est-ce qui est utilisable par rapport aux anciens films? Aujourd'hui, si vous voulez le faire dans les consoles Facebook ou YouTube, c'est très difficile de dire « montre-moi pour chacun des films la moyenne d'âge ». Parce qu'en fait, ils n'ont pas la notion de film, ils n'ont que la notion de contenu de promotion. Donc, il faut grouper les contenus de promotion pour pouvoir le faire. Donc, il faut exporter les données, les mettre dans un fichier Excel pour pouvoir le faire. Rien que se poser cette question. Or, apprendre des expériences passées, c'est quelque chose de super important. Donc, l'idée, c'est aussi de permettre ça. Pardon, c'était une petite intervention. Gabriel. Et donc, en fait, le projet Ariane, pour nous, on l'imagine vraiment comme une série d'outils pour optimiser la visibilité des films. Donc, on le développe en partenariat avec Oecourt, donc Pierre qui est là, et Memento, donc avec Rémi. Et le premier outil qu'on a développé, c'est un outil qui a 2 volets, donc un pour le public et un pour les distributeurs, et qui se focus donc sur 2 éléments. Donc, le premier, c'est donc data, la donnée est à nous. Donc, c'est que le distributeur, grâce à cette plateforme, toutes ces données sont rapatriées au sein d'un même endroit. Donc, comme le disait Dimitri, il pourra apprendre de toute cette donnée-là pour ses futures campagnes. Et aussi donc, sur la mesure, qui lui permet donc de qualifier le trafic généré par la promotion qu'il a acheté ou par la promotion organique et comprendre les audiences affiliées à chacun des canaux qu'il a utilisés. Donc, plus précisément, peut-être Stélio, comme ça, ça c'est tout le cheminement. Donc, plus précisément, donc, les distributeurs donc, ils créent des contenus de promotion qui diffusent sur plein de canaux différents. Donc, ça peut être Brut, Combini, Première et tout ça. Ça peut être aussi via des agences comme Lucky Time. Les distributeurs ils reçoivent donc, des bilans de campagne avec des mesures donc, que les plateformes donnent aux agences qui sont les mesures standards type coût par clic, coût par vue, coût par engagement. Et en fait, le principe d'Ariane, c'est d'ajouter à ces mesures-là donc quelque chose, des mesures qui sont complémentaires, qui sont qualitatives et propres au cinéma. Et c'est ce que disait tout à l'heure Stélio et Baptiste quand tu l'as repris, c'était sur ça. C'est donc des mesures qui ne dépendent pas des plateformes, mais qui indiquent donc l'intérêt de ces audiences visées pour le film et qui permet aux distributeurs donc, de comprendre si le trafic était qualifié et autrement dit, donc, si l'audience était intéressée par le film. Donc voilà, donc concrètement, donc côté spectateur, ça ressemble à un site donc, pour le film. Donc c'est tout l'univers du film qui est représenté. Donc là, le distributeur il choisit ce qu'il veut mettre en cover, le synopsis, l'équipe artistique, l'affiche. Il y a un aperçu des séances, il y a la bande-annonce, les vidéos, les critiques. Donc là, le distributeur il choisit ce qu'il veut mettre. Il y a un QR code, donc si vous voulez aller voir le vrai site de Drunk, vous pouvez, ou sinon vous pouvez taper drunk-lefilm.com. Voilà, et donc ça c'est le tab donc, avec toutes les séances qui sont recensées. Le visiteur il peut se géolocaliser. Et comme la billetterie en ligne n'est pas encore développée, on a créé, enfin très développée, la fonctionnalité partagée qui pour le visiteur, donc il y a un côté un petit peu ludique parce qu'il peut inviter un ami à une séance et pour le distributeur, ça lui donne une information sur une audience qu'on peut considérer comme super qualifiée parce que ça veut dire que l'audience est allée jusqu'à proposer à quelqu'un une séance. Donc, on peut considérer que ce canal-là, si beaucoup de personnes ont utilisé cette fonctionnalité, c'est que c'est un canal qui est extrêmement bon parce que les personnes voilà, se renseignent sur le film et vont même jusqu'à se rapprocher vraiment de l'acte final de se déplacer en salle.
Ce qui est intéressant, c'est que quand il n'y a pas de billetterie, on envoie directement sur le site de l'exploitant. Et puis après, comme ça, au moins, il y a déjà une étape, il y a l'adresse, il y a d'autres informations. Donc ça, c'est un point qui est important. Si l'exploitant a un site, parce que sinon, du coup, ce n'est pas un bouton cliquable, forcément. Donc, après, avant de rentrer dans le détail en vrai, déjà une toute petite explication ici, c'est le fait de dire que ce qui est super important, c'est de se dire, OK, maintenant, comment est-ce qu'on peut visualiser ça? Comment est-ce qu'on peut travailler sur une expérience utilisateur qui peut être utile et raconter quelque chose? Donc, la première chose, c'était de se dire, alors là, on a mis des informations fictives parce qu'on ne peut pas vraiment mettre des vraies, mais on fera une fois une séance avec des vraies informations si vous voulez. Mais le point ici, c'était plus de vraiment montrer en fait ce qu'on est en train de faire par rapport à ça. Donc, typiquement, ici, on a des réseaux sociaux, des actions, les communautés, par exemple, que Lucky Time disait, régies publicitaires telles que Clocks, etc. Et donc, à partir de là, essayer de mesurer, en gros, quels sont les types d'interactions. Donc là, on fait une synthèse de toutes les interactions, mais le plus important aussi, c'est dans le temps. Parce qu'en fait, cette information, elle évolue dans le temps. Souvent, on voit un bilan final, mais en fait, c'est très important, si c'est le week-end, si ce n'est pas le week-end, de voir en fait la contribution que les réseaux sociaux ont eue dans la semaine -1, mais un peu moins dans celle d'après, etc. Toute cette information-là va permettre de décider de comment dépenser son budget. Et donc, de l'afficher en temps réel et de l'afficher non seulement pour le distributeur, mais pour tous les acteurs quasi de la filière un jour, de manière à ce que tout le monde puisse en profiter, parce qu'en fait, tout le monde travaille ensemble pour le même projet qui est de sortir un film. En gros, c'est un peu ça. Et le deuxième point, c'est tout simplement de toute la multitude d'informations qu'on peut avoir. Donc, peut-être si je reviens ici, l'important, c'est comprendre les canaux et par canaux, de comprendre les audiences apportées par ces canaux. Et ces audiences vont depuis la proportion, on va regarder un tout petit peu plus près après, mais en gros, l'âge, les proportions public, féminin, masculin, Paris-province ou grande ville, petite ville, ou sur les photos qu'on a mis, lesquelles ont été le plus cliquées. Et ça, c'est une information utilisable pour prendre d'autres décisions. Donc, si je fais un petit exemple ici, alors ici, c'est juste pour ceux qui n'ont pas cliqué, donc voilà un exemple de site. Donc ça, c'est Drunk. Malheureusement, on n'a pas les séances, mais si on aurait pu en chercher une, si on avait déjà. Ce n'est pas le bon moment, mais voilà, il y a une carte, c'est quelque chose de standard si on veut. Là, je prends d'autres exemples de films, donc voilà, chacun peut s'approprier ça. Le but de ce site, vraiment, ce n'est pas seulement d'informer, mais capturer une information et devenir un laboratoire d'expérimentation. Par exemple, sur Celle qui chante, on a même décidé que suivant les sources du trafic, l'image du haut changeait. Parce qu'en fait, on voyait qu'on adressait des publics différents et donc, on voyait qu'il y avait une vraie différence si l'image, en fait, changeait. Après, ce que je peux faire, à nouveau, il ne faut pas regarder les chiffres. J'ai mis des chiffres fictifs ici. Même si vous voyez des choses, mais en fait, le principe ici, c'est que par canal, en fait, on a des fiches signalétiques et on peut avoir beaucoup plus de détails. Et le principe ici, en gros, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à identifier qu'une source vient d'un public spécifique? En fait, ce qu'on fait, c'est que chaque URL qu'on donne à un partenaire est spécifique, contient une information qui fait que quand la relation presse le partage à quelqu'un ou quand on le partage dans un article, en fait, il y aura une identification unique qui nous permet de connaître à quel moment ça a été fait et par qui. Et après, la deuxième information qu'on a, c'est les informations de source. Et ça, c'est le microsite qui est capable de nous dire ce trafic venait de ce site-là. Mais c'est une information complémentaire. Peut-être là, je vais être trop dans le détail, mais voilà, on va juste dans ce détail-là. Et puis, l'autre information qu'on peut avoir, c'est un peu quel est l'ADN du film. Donc, en gros, dans quelle partie de la France les gens ont beaucoup interagi et d'où venait le trafic. Ici, le ratio Paris-province versus grande ville, petite ville. Alors là, on a très exagéré ici, mais c'est souvent très intéressant. Alors, ce n'est pas exactement comme ça. Normalement, Paris, c'est plus haut. Mais souvent, ce n'est pas la même chose de distinguer en fait les villes et Paris, et puis la province, et puis les villes avec les plus petits habitants. Et donc, tous ces graphes-là, on veut les faire en travaillant avec les distributeurs pour vraiment sortir l'information qu'eux ont besoin. Donc ça, c'est une première version, mais on va vraiment travailler sur d'autres informations qui peuvent donner une information, qui peuvent être utiles, tout simplement. Donc voilà, si je donne, c'est un peu de manière très résumée. Il y a encore un travail d'expérience. Ah, excusez-moi.
je viens de voir. Est-ce que tout le monde voyait mon écran, j'imagine? Ouais. D'accord, j'ai eu peur que vous ne voyiez pas mon écran. T'inquiète, on se serait Très bien. manifesté quand même. Ouais, j'étais en train de me dire, oulala. Donc voilà, si je vais, voilà, après on a encore plein d'autres de pages qui vont encore plus dans le détail des sources et qu'est-ce qui s'est passé dans ces sources. Mais en gros, le principe, on l'a là, si on veut. Ce qui est intéressant pour le distributeur, dans ce que tu montres, ouais. c'est que ça permet de séquencer toute la distribution, toute la communication autour du film avant même la sortie, et éventuellement même de réagir si on s'aperçoit qu'il y a un canal qui ne fonctionne pas, ou il y a une cible plutôt qui ne fonctionne pas. C'est ça l'intérêt. Après, si je peux me permettre, oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien, ouais. Souvent, le problème, c'est qu'on s'engage sur des campagnes qu'on ne peut pas annuler en cours de route. Mais là, au stade auquel on est, c'est-à-dire là de récolter des données sur les campagnes qu'on fait, l'intérêt, c'est de pouvoir ajuster les budgets en fonction des résultats qu'on observe mieux grâce à cet outil. Nous, enfin, pour moi, en tant que distributeur, par exemple, la création d'un mini-site par film, c'est en réalité une vieille recette, mais qui révèle son plein intérêt ici. C'est-à-dire qu'avant, le mini-site dédié à un film était une vitrine, mais on ne pouvait pas voir qui regardait la vitrine. Et si aujourd'hui, moi, j'ai jamais, enfin, en tout cas, depuis que je suis chez Wecourt, on n'a jamais créé de mini-site pour des sorties de films. On renvoyait en fait directement n'importe quelle pub sur Internet renvoyée vers la page Allociné du film. Parce que la page Allociné, il y a tout dessus. Il y a les séances, les critiques, la bande-annonce. Sauf qu'on perd l'internaute. En fait, à partir du moment où il a cliqué, on ne sait plus où il va une fois qu'il est sur Allociné. Est-ce qu'il regarde la bande-annonce? Est-ce qu'il regarde les séances? On ne le sait pas. L'intérêt donc, de la création de ce site, c'est qu'on sait qu'il a cliqué. Et non seulement on sait qu'il a cliqué, mais ensuite on sait où il va. Est-ce qu'il va regarder les séances dans telle ville? Quelle séance il va regarder dans tel cinéma? Est-ce qu'il regarde la bande-annonce? Est-ce qu'après avoir regardé la bande-annonce, il regarde les critiques? Enfin, on peut récupérer cette donnée qui est essentielle, qui est aussi une première marche vers l'espèce de fantasme qui est de suivre le parcours du marketing, c'est-à-dire de l'affichage de la publicité à l'achat d'une place. C'est une première étape vers ça. Il faudrait qu'il y ait une harmonisation. Il y a plusieurs sujets politiques aussi qui sont soulevés par cette initiative, Ariane, qui sont l'harmonisation de la billetterie en ligne, qui est détenue principalement par une filiale de Webedia pour l'instant. Il y a aussi la disponibilité des données sur les séances qui aussi sont pas publiques, enfin pas facilement accessibles. Donc, il y a plein de questions aussi politiques qui sont soulevées par ça. Mais très concrètement, pour nous, en tant que distributeurs, cet outil permet, en fait, face à la dilution des campagnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de leviers de marketing. Donc, on va faire sur le digital une campagne sur les réseaux sociaux via Lucky Time, la cinéphile, ce genre sur les réseaux sociaux. On va faire des campagnes sur des sites internet, on va faire des campagnes en programmatique. Mais en fait, c'est très dispersé, c'est très éclaté. Et une fois que le film est sorti, en réalité, et nous, en tant que distributeurs, on fait rarement le bilan. Quand ça marche, on est très content, donc pas besoin de faire le bilan. Et quand ça ne marche pas, souvent, on est un peu down et puis on essaie vite de passer à autre chose. On tire rarement les conclusions, qu'elles soient positives ou négatives. Là, l'idée, c'est aussi de pouvoir prendre ce temps-là parce que l'outil le permet. Et donc de pouvoir ajuster aussi nos campagnes sur les prochaines sorties et d'avoir un outil centralisé de la donnée de toutes nos campagnes parce que à l'heure actuelle ça équivaut, enfin les campagnes sur le digital équivalent, vu qu'elles sont très dispersées, ça équivaut à peu près aux résultats, aux conséquences qu'on peut tirer d'une parution dans Télérama d'un côté et d'une affiche dans le métro de l'autre. C'est-à-dire que instinctivement, on sait qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, mais je veux dire, en termes de conséquences qu'on tire d'un film sur l'autre, c'est un temps qu'on ne prend pas assez parce que peut-être il n'y avait pas cet outil d'agglomération des données sur les campagnes qu'on fait et qui est là en train d'émerger et qui, pour moi, est assez prometteur, enfin, est déjà un peu là et c'est très prometteur et ce serait très bénéfique pour les distributeurs comme pour finalement les exploitants aussi.
qu'on peut comparer les films entre eux? Est-ce qu'on peut se dire, là, j'ai Drunk qui sort, j'aimerais pouvoir comparer avec le précédent film avec le même comédien ou le précédent film avec le même réalisateur? Est-ce que cet outil permet de le faire ou permettra de le faire? Alors, il permettra… pardon. Non, vas-y. En fait, il permettra de le faire. En fait, on est en train de travailler sur une sorte de bêta. Je vais vous montrer en 2 secondes peut-être un tout petit truc, mais on est très loin de ce qu'on est en train de faire, si on veut. Mais c'est juste pour… attendez, je veux juste… si je prends ici, on garde toujours en fait comparer les statistiques globales ou comparer en fait les statistiques entre éléments. Et là, c'est un embryon, mais c'est juste pour nous en interne le fait de le faire, mais ça sortira pas tout de suite maintenant. Ce que je vous montre ici, alors attendez, il faut juste… bah ouais, d'ailleurs il y a quelques bugs, du moment que c'est pas fait pour vous montrer. Mais en gros, on a la liste des films, ça apparaît pas, puis après on a par colonne, on peut choisir le film qui nous intéresse et puis le comparer. Et donc choisir les critères de comparaison. Et pour nous, c'est cet outil-là, désolé parce que c'était pas vraiment fait pour être monté, mais en tout cas pour vous dire, en fait, pour nous, c'est central de commencer à se dire, pour un même réalisateur, si je faisais une moyenne, ou si je compare 2 films ou 2 réalisateurs ou 2 régions, vraiment il faut trouver une expérience utilisateur qui donne envie à un distributeur de le faire. C'est ça le point aussi, le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a plein d'idées. Et puis, en discutant avec Pierre, c'est démultiplié par 10 000, si on veut. Et puis maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on met en priorité et puis comment est-ce qu'on en fait un outil que les gens, en fin de compte, utilisent. Et souvent, la caricature, mais en fait, c'est pas que dans le cinéma. Il faut savoir qu'en télévision, c'est la même chose, où j'ai bossé beaucoup. C'est qu'en fait, les gens utilisent l'ordinateur pour envoyer des mails, en gros, principalement, et quelquefois pour lire des dossiers, mais jamais pour aller voir des chiffres. Mais par contre, tout le monde, quand ils ouvrent le film français, va vers les chiffres et ils n'ont aucun problème. Ou quand ils regardent Rentrac, ils n'ont aucun problème. Pourquoi? Parce que ça parle et c'est un enjeu pour eux qui est compréhensible. Donc pour nous, on doit réfléchir à la même chose en disant comment transformer en un enjeu que les gens vont comprendre, en disant mais ça parle parce que c'est utile et je peux en faire quelque chose, en gros. Et ça rentre dans mon quotidien. Est-ce que vous avez vu… Oui, pardon. Ouais, justement, qu'il y avait des questions. Ouais. Ah oui, pardon, alors. Oui, alors il y a une première question qui porte sur les sources d'accès au mini-site dédiées à un film par ordre d'importance. Est-ce que c'est les pubs sur les réseaux sociaux, les newsletters exploitants, Allociné? Stélio, je parle sous tout contrôle, mais il me semble que en fait, le mini-site, il est accessible vraiment par tous ces biais-là. Quelles sont les sources par ordre d'importance? En fait, c'est par ordre d'importance en termes de trafic ou de conversion peut-être. Quelles sont les sources d'accès? Les sources d'accès au mini-site, c'est qu'est-ce qui t'emmène sur le mini-site? C'est les pubs sur les réseaux sociaux, c'est les newsletters, c'est les achats programmatiques, enfin les bannières sur les sites. C'est vraiment tout ce qui est promotionnel et qui est cliquable, on peut le rediriger vers le site. Oui, vas-y, Pierre. Même à l'extension, là, il y a un QR code que vous avez montré pour accéder au site. J'imagine que quand vous avez une affiche dans le métro, vous pouvez mettre un QR code en bas et rediriger. Absolument. Exactement. Et même décider d'avoir des QR codes différents suivant des séries d'affiches ou des choses comme ça. Peut-être, pour reprendre la question, peut-être il y a deux parties. Comme disait Pierre, en fait, la source dépend du budget qu'on a mis sur quel canal. Donc, si on met beaucoup de budget sur Télérama, il y aura beaucoup de Télérama, si on veut. Après, qu'est-ce qui convertit d'habitude le plus? C'est plus il y a un travail manuel fait par l'agence, souvent ça convertit mieux. Par exemple, si on prend vraiment un travail vraiment manuel, si je prends l'exemple des communautés de Wikitime, là on voit qu'elles convertissent encore mieux que les pubs normales sur Facebook. Et donc, ou quand il y a une réflexion du côté de Clocks en disant mais tiens, on va imaginer des audiences qui sont sémantiques et qu'il y a une réflexion, là tout à coup on voit que en fait le travail de l'agence a une importance. Et puis, mais c'est intéressant parce qu'en gros, il a une importance, mais il est fait un peu… Déjà, il est souvent pas reconnu. C'est-à-dire, on envoie ça, on reçoit les papiers à la fin de la sortie, puis on se dit, OK, voilà, le bilan, c'est bien. Mais il n'y a pas un moment où on s'est surexcité en disant, mais c'est vraiment une super idée, ce truc, il faut qu'on fasse. En fait, donc voilà, mais en gros, comme disait Pierre, en fait, ça dépend du budget. Puis après, la manière la qualité va dépendre, en fait,
du travail. Par exemple, les publics spécifiques, quelquefois les enseignants dans des endroits ou des choses comme ça, là aussi on a eu des surprises qui dépassaient tout, mais par contre le trafic était très très petit. Donc voilà, il faut trouver un peu la balance. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Je peux arrêter le partage pour qu'on puisse revoir nos têtes. Ouais, c'est bon. Okay. Ouais. Oui, alors il y a une autre question aussi qui est liée aussi à la conversion. En ne récupérant que la data du mini-site, on ne capte qu'une toute petite partie du trafic, l'essentiel étant sur Allociné et les sites exploitants. Donc les données du dashboard ne sont que des signaux faibles. La question est donc de savoir si cet échantillon capté est représentatif ou pas. Si oui, c'est top. Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas comment en tirer la moindre conclusion, à moins que je n'ai rien compris. Je ne sais pas qui pose cette question. Je me permets juste, Célio, de dire un mot. Oui, vas-y. C'est une question qu'on s'est posée aussi. Et en fait, bon, c'est pas totalement vrai sur la partie du trafic parce que justement, nous, en tout cas, et c'est le cas de la majorité des distributeurs indépendants, la majorité du budget digital passe par les réseaux sociaux. Et là, et là, c'est le mini-site qui entre en action. Et par ailleurs, sur Allociné, on peut tout à fait, alors, sauf à l'exception d'un seul format qui est le format quand vous ouvrez l'application, il y a une grande pub. À l'exception de ce format-là, on peut mettre un autre lien de redirection de la pub. C'est-à-dire que quand c'est par exemple un habillage du site, on peut tout à fait ne pas renvoyer vers la page Allociné du film, mais vers le mini-site. Donc, et c'est ce qu'on va faire là sur Le Peuple Loup, par exemple. Donc, on va pouvoir en fait aussi observer ce que font, le comportement du trafic d'Allociné en le redirigeant en fait. Super important. Puis après, pour ajouter à ça, en fait, effectivement, c'est un échantillon, c'est super important parce que tout simplement, quand on met une pub, en fait, il n'y a pas tout le monde qui clique, donc c'est uniquement les gens qui cliquent. Donc ça, c'est super important. Et partout, que ce soit sur le programmatique, que ce soit sur Allociné ou que ce soit ailleurs, c'est souvent 1 à 3%, en fait, la moyenne dans toute l'industrie. Par contre, cet échantillon souvent est assez représentatif pour comparer les canaux. C'est ça qui est super important. Donc, c'est le point qui est important pour nous, c'est de faire une analyse qualitative sur une échantillon la plus représentative. Et donc là, aujourd'hui, on arrive, et pour répondre à la question, oui, l'échantillon est suffisamment représentatif pour prendre des décisions. Alors, c'est clair que quand il y a seulement du genre 10 personnes qui arrivent sur le site, ce n'est pas suffisant pour se faire une idée. Il faut qu'il y ait un peu plus. Mais dans la majorité des cas, en fait, on a suffisamment d'échantillons. Après, sur l'intégration des données, pour nous, c'est un point super important. On pense qu'il ne faut pas uniquement prendre les données qui viennent du microsite, mais effectivement connecter son Facebook, parce que les données en fait, appartiennent à celui qui les paye. Donc, il faut récupérer ces données Facebook, YouTube et toutes ces plateformes qui génèrent des données extrêmement riches. Et dans ce cas-là, ces données-là, elles ne sont plus des échantillons, c'est des données en amont, c'est-à-dire sur qui a vu la pub, combien de temps ont-ils vu la pub. Et donc, comme ça, on a toute la chaîne. On a des données sur 100% des gens qui ont vu la pub. Et après, sur un sous-ensemble d'un échantillon, on a des données qualitatives qui permettent d'avoir plus d'informations. Mais ça, c'est un peu dans toute l'industrie. C'est-à-dire que, par exemple, quand Amazon fait une pub sur Internet, ben, il n'y a qu'une toute petite partie qui va se retrouver sur le site et à la fin va faire une transaction d'achat. Mais pourtant, cette information elle est très importante pour qualifier en fait, le trafic. Donc voilà, je ne suis pas sûr si j'ai répondu, mais en tout cas, c'est une vraie question et super importante. Puis on aurait peut-être le dernier point, c'est que pour nous, intégrer à terme les billetteries, ça va être quelque chose de super important. Faciliter l'intégration de data venant d'autres sites que les microsites, c'est super important parce que notre but, ce n'est pas de faire des sites en fait. Notre but, c'est de capturer une donnée et d'en donner une lecture. Quel est le rôle des salles, par exemple, dans ce schéma-là? Ben, les salles, comment vous envisagez, et dans la même question, qu'est-ce que vous imaginez comme bénéfice que les salles pourraient avoir d'un outil comme celui-là? Alors, peut-être deux choses, et puis c'est une réflexion, c'est-à-dire que peut-être la première chose, avant que je réponde, c'est que je pense qu'il faudrait qu'on travaille avec des salles et qu'on réfléchisse ensemble. C'est exactement ce qu'on a fait avec les distributeurs pour y répondre. Donc là, je vais me lancer dans une réponse, mais la vraie réponse, c'est quand on aura vraiment parlé à des salles. Mais vu d'aujourd'hui, comme ça, avec l'information qu'on a, c'est qu'en fait, les salles ont aussi leur public. Ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Ils ont même des outils super puissants, y compris ceux de Ciné Society qui permettent de générer des pubs. Donc, il y a une information qui est générée. Il y a des gens qui vont sur leur site. Donc, on pense que c'est important que les salles connaissent leur public.
Par contre, ça pose la question du fait que les salles, c'est un public très régional et beaucoup plus petit que des millions de personnes, des millions de personnes atteintes par les distributeurs. Donc, se pose la question aussi à terme, non seulement de proposer une lecture des datas aux exploitants, mais aussi à terme de réfléchir comment mutualiser en fait ces données pour qu'elles puissent être utiles. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans une autre région pourrait intéresser un exploitant aussi. Donc, et ça ouvre un débat un peu plus grand dans le sens que, et peut-être c'est là où doit intervenir le CNC ou d'autres organisations, c'est que s'il y a mutualisation des données, peut-être il faut un acteur un peu plus neutre qui orchestre un tout petit peu ça. Alors, c'est facile à dire, mais en gros, on pense que… Et Pierre, d'ailleurs, avait pas mal, je crois, réfléchi aussi. Normalement, tu avais réfléchi, ou je crois que tu as une réflexion là autour. Mais en gros, pour revenir à la question, donc oui, on pense que c'est important parce que les exploitants doivent connaître leur public. Et oui, les exploitants devraient être aussi intéressés sur quels sont les canaux qui ont beaucoup d'influence, par exemple les Inrock ou autre chose, parce que peut-être ils peuvent même faire eux-mêmes un partenariat en local. Et puis, par contre, oui, il faudrait également mutualiser ces données pour qu'elles prennent plus de puissance, parce qu'on a l'impression que chaque région pourrait apprendre l'une de l'autre. Voilà. En particulier, comme on voit qu'il y a une réponse par région, ça peut permettre de détecter des régions ou des villes qui réagissent de façon positive au film un peu par hasard et provoquer une distribution dans cette ville-là qui aurait peut-être été pas prévue. Oui, complètement. Oui, ça peut aussi, du côté, enfin, un distributeur, ça peut aussi permettre aux distributeurs de se rendre aussi un peu compte que la communication, même digitale, est principalement quand même parisienne, enfin, en tout cas francilienne. Et qu'il y a souvent des trous, en fait, même dans les grandes villes, on se rend compte que les chiffres sont quand même vachement plus bas, que ce soit les impressions, enfin, tout simplement le nombre d'internautes qui voient les pubs, tout ça. Et ça peut aussi être, enfin, c'est un outil qui peut aussi permettre de prendre conscience de ça de manière plus précise et de rediriger. C'est ce que fait Lucky Time, c'est ce que fait Cine Society aussi, c'est de rediriger, parce qu'il y a deux enjeux dans la communication digitale. Il y a d'être massif et efficace et, voilà, et moderne, entre guillemets, mais aussi d'être local, et donc d'être précis. Et voilà. Et en fait, Ariane peut aussi permettre aux distributeurs de mieux centrer, disons, la communication de manière plus précise sur des villes en particulier, sur la province en général. Ça peut passer par se dire, tiens, on va faire un peu plus de com sur le bonbon Bordeaux, sur des sites locaux, sur des pages Facebook locales, sur les pages Facebook des exploitants évidemment. Voilà. Et comme on sait d'où vient le trafic, en fait, on se rend compte aussi de cette espèce de disparité Paris-reste de la France qui est quand même assez forte. Après, si je peux intervenir, vous m'entendez ou pas? Oui, première question. Je pense que quand on est en province, comme vous dites, je pense que il y a peut-être moins de trafic parce que les spectateurs savent aussi où venir chercher l'info. Le cinéma, je veux dire, il n'est pas loin, tu y passes le temps, il y a des affiches, il y a une proximité qui est beaucoup plus grande qu'à Paris, je pense, même s'il y a des cinémas à Paris, bien sûr. Et qu'en plus, en même temps, c'est vachement intéressant quand même. Hein, enfin, je ne dis pas qu'il faut travailler sur le local et je pense que c'est vachement important. Après, dans une région, il peut y avoir un public super différent. Moi, j'ai dit ça à la Fontainebleau. Tu vas à Melun, bah, le public, il n'est pas le même et c'est un quart d'heure de voiture. Donc, et je pense que plus on va dans les petits villages, ben, voilà, je pense à Florence, voilà, le Vallon, elle connaît son public. Il y a des gens occasionnels, mais elle connaît vraiment sa cible. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a moins de trafic et que c'est plus difficile du coup de les capter, ces gens-là. Alors, je ne sais pas ce que les autres exploitants en pensent. Oui, alors je ne sais pas si les gens peuvent là répondre ou commenter. On aurait dû prévoir un petit sondage pour ça. Et alors, on signe où? Comment on fait pour avoir cet outil maintenant on a bien compris à quoi il qui est un outil pour l'instant qui est que pour les distributeurs, hein, c'est ça? Aujourd'hui, oui. D'accord. Oui, mais auquel les salles peuvent être associées oui. grâce à leur site, en fait. Voilà. Ouais, exact. Oui.
Donc, Moi, j'ai peut-être que l'impression qu'il y a d'ailleurs deux le SCAR choses. peut y réfléchir. Hein. Même Ouais. dans la discussion. Ouais. Gabriel, au début, vous a présenté en fait un énorme tableau avec plein de petits post-it. On a beaucoup appris pour comprendre ce qu'il fallait faire. Et j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on fasse évoluer ce travail avec des exploitants pour faire émerger aussi, découvrir des choses en gros. Et on a remarqué que quand on prend du recul dans son métier et puis qu'on se repose les questions, ben, ce regard un peu novice ou comment dire frais fait émerger des choses intéressantes. Donc on a l'impression peut-être la première étape, ce serait de pouvoir réfléchir avec ceux qui y sont intéressés. Ce serait peut-être le premier point. Et puis et après, ben, je suis convaincu qu'il y a des choses qui vont être faites. Et aussi, on va découvrir aussi des outils qu'ils utilisent déjà. Et donc, ça sera aussi super intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui manque en gros. Ouais. Et là, pour l'outil Ariane qui est disponible et celui qu'on vous a montré, si les distributeurs veulent l'essayer, il faut qu'ils nous contactent. On peut envoyer nos mails. Comme ça, on en discute ensemble. Je vais peut-être l'envoyer. Alors. Tu peux l'envoyer. Pour l'instant, je peux répondre à une question. Oui, il y a une question sur... Vas-y. Super important. Oui, peut-être la dernière question pour bien comprendre, c'est quelle est la différence avec des outils d'agrégation d'audience ou d'analyse d'audience comme Google Analytics ou Hootsuite ou ces types d'outils qui permettent d'analyser c'est quoi c'est pas vraiment la différence, mais plutôt la plus-value. Je pense que c'est en termes de plus-value qu'il faut parler. Voilà, exactement. On ne les remplace pas et puis on n'essaye pas de les réinventer. Ça, c'est super important. On a l'impression que c'est des interlocuteurs différents. C'est-à-dire Google Analytics ne sera pas obligatoirement utilisé par un distributeur. Mais pourquoi? Je vais peut-être le préciser. C'est-à-dire que le principe de Google Analytics, c'est un outil générique qui travaille avec des concepts génériques, des sources, des sites web, des choses comme ça. Ils n'ont pas la notion de film, ils n'ont pas la notion de réalisateur. Je ne peux pas me dire quels sont les films similaires sur lesquels j'ai eu quelque chose. En fait, la navigation et le principe n'est pas pensé de cette manière-là. Après, la hiérarchie de l'information, il y a des informations super intéressantes, mais elles sont complexes à trouver, elles ne sont pas vraiment pensées pour pouvoir en fait comprendre en fait quel est l'impact d'un canal qui en soi contient plein de petites sources. Et donc, si on prend Google Analytics, va nous montrer le détail de ces sources, mais si je dois faire l'agrégation manuelle par canal, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'au début, nous, on a commencé avec Google Analytics, c'est pas uniquement Google Data Studio. On a utilisé effectivement Hootsuite pour analyser certains réseaux sociaux. Et en fait, le problématique, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle est générique, elle est la même dans le cinéma qu'en télévision. Par exemple, c'est des outils complètement dédiés pour pouvoir faire ça. Ou par exemple, dans la presse écrite, on a Chartbeat, qui sont des outils d'analyse spécifiques pensés pour que les journalistes s'intéressent à la data et pas pour que le spécialiste de la data s'intéresse à de la data ou le spécialiste du marketing digital. Là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que d'autres interlocuteurs regardent. Et dans la musique, on a Music Matrix, on a plein d'autres outils en fait qui existent. Et donc l'idée c'était de se dire mais pour le cinéma indépendant, ce serait quoi cet outil? Donc, mais l'idée c'est vraiment de surtout pas réinventer. On pense qu'un Google Analytics est super important pour un site exploitant ou pour n'importe quel site et on ne va pas essayer de répliquer toutes les informations qu'ils ont. Et on a des informations aussi par rapport à Google Analytics, c'est qu'on va chercher des informations directement sur YouTube, sur Facebook et sur d'autres sources et on les combine ensemble dans une lecture compatible. Notamment la vidéo, le fait de voir quand c'est que les gens abandonnent une vidéo, c'est quelque chose qui n'existe pas dans Google Analytics, mais qui existe dans certains tableaux de YouTube, par exemple, et qui existe sur Facebook, mais je ne peux pas comparer la même vidéo entre Facebook et YouTube, parce que ce n'est pas les mêmes outils d'analyse. Donc voilà, en fait, il y a plein de raisons. Oui, puis peut-être la dernière question, peut-être que je dis, et puis c'est fait automatiser. Ouais. Ah oui, et puis... Pardon. Je rajoute rapidement que l'outil est vraiment dédié au fait aussi de rechercher des nouveaux publics, c'est-à-dire des publics plutôt jeunes. Et concernant les questions sur les salles, évidemment, en province, je pense que c'est une des grandes problématiques aussi. C'est évidemment qu'il y a des habitués pour les salles qui viennent régulièrement, qui savent comment s'informer. Mais nous, on s'intéresse beaucoup aux publics qui ne savent pas forcément s'informer, pour lesquels l'information n'arrive pas forcément jusqu'à eux. Et donc, l'outil prône vraiment cette vision-là. Et puis le fait aussi de renforcer, évidemment, même si tout se passe plutôt bien pour certaines agences, mais de renforcer les liens vraiment entre les distributeurs et les agences,
qu'il y ait beaucoup plus de discussions sur ces thématiques-là, que justement, ça ne soit pas juste une discussion de début et une discussion de fin, et puis de valoriser à un moment donné aussi les budgets dédiés au digital dans les frais d'édition des distributeurs. Merci beaucoup. C'était très complet, la présentation. Oui, merci beaucoup. J'imagine que s'il y a des questions qui vous surviennent dans la nuit, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail à Gabriel. Camille, c'est son mail gabriel.voix@baltuslab.com dans le chat sur le côté. Et voilà, laissez-vous tout remonter par ce projet. Mais merci beaucoup à vous. Je rappelle que là, le laboratoire des initiatives, il vise à aussi repérer des expérimentations et qu'on reste aussi à des stades expérimentaux. Et ça, c'est important parce que ce ne sont pas forcément des pratiques qui sont très, très, très développées, notamment auprès des indépendants, puisque l'expérimentation demande du risque qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Voilà, donc on aime bien, nous, ces initiatives qui sont en mouvement, en expérimentation et qui n'appellent qu'à j'imagine, se développer aussi. Donc, plus on en parle ensemble et peut-être plus vous pouvez ajuster votre projet. Donc, merci d'avoir été là. Pour nous, c'est très intéressant. J'en profite aussi pour vous dire, alors ceux qui se poseraient la question, ça fait 3 ans qu'on a un hackathon du cinéma qui travaille sur des projets qui permet de développer, j'en parlais tout à l'heure avec Pierre qui a participé l'année dernière. Cette année, on n'en a pas encore parlé du hackathon. Pour nous, c'était assez compliqué. Alors, c'est notre événement qui tourne beaucoup autour du digital et cet événement qui tourne beaucoup autour du digital, c'est le seul qu'on ne pouvait pas faire en digital, qu'on ne pouvait pas faire en ligne. C'est un événement qui nécessite vraiment que les gens fassent connaissance. Donc, vous aurez très prochainement des nouvelles de cette opération qui change profondément là, à partir de 2021 dans le cadre d'un projet qu'on a déjà évoqué et qui s'appelle Futur at Cinéma et dont on vous dira davantage. Mais je vous invite, vous intervenants et vous spectateurs, à y prêter attention dans les semaines à venir. Voilà. Merci beaucoup donc, pour cette deuxième partie du laboratoire. Merci à Olivia, merci Oscar, merci à Baptiste de l'avoir animé à nos côtés. Voilà, puis merci évidemment à tous nos intervenants et à tous nos spectateurs. Oui, merci. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Voilà, n'hésitez pas à me tenir aussi au courant des éventuelles retombées de tout cela. Voilà. Merci beaucoup. Merci Anne. Le festival, bah oui, hein, le festival des arcs, je crois que c'est un moment que tout le monde adore. On est triste cette année qu'il n'ait pas lieu. Bah, oui. C'est vraiment chouette quand même de pouvoir se retrouver. En fait, il a lieu, figure-toi. Oui, il a lieu avec le hors-piste. Il a lieu de plein de manières différentes. De plein de manières différentes, en ligne, en physique, les événements professionnels qui auront aussi lieu en janvier côté coproduction sous une autre forme qui est différente de celle du sommet aussi. Donc, en fait, c'est surtout qu'on existe encore plus que les autres années cette année parce qu'on existe sur 2 mois et demi et dans plein de lieux différents et aussi en ligne. En fait. Ouais, mais vous avez bien réinventé le truc, c'est super. Merci. Et je vous donne du coup à tous rendez-vous vendredi à 11h pour un autre live distributeur avec Arizona Distribution et KMBO. Et puis à 15h, vendredi, notre premier atelier des sorties. Atelier des sorties qui a un goût tout particulier cette année puisqu'il précède la réouverture des salles et qui va certainement donner aux distributeurs en question et aux salles qui y participeront des clés pour travailler et mieux affiner peut-être la sortie de certains films attendus ou peut-être moins attendus, mais tout aussi splendides à la réouverture et à la rentrée de janvier. Voilà. Merci à tous. À très bientôt au sommet des arcs. Prenez soin de vous. Allez, ouais. Au revoir.